Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes ambitieux qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Je ne sais pas si tu imagines en Algérie, quand à tes cousins, tu leur expliques, quand ils te posent la question, ils te disent, mais attends, donc si je comprends bien, tu avais un boulot, tu avais donc le salaire qui va avec, tu avais un appart, tu avais une situation, tu avais un avenir, et tu t'arrêtes tout pour aller faire de la philosophie politique à la fac. D'accord, ok. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Rafik Shekat. Rafik est non seulement avocat, écrivain, mais aussi militant, cofondateur d'Action contre l'islamophobie et membre de la coordination contre la loi séparatisme. À travers les perquisitions, les dissolutions, etc., procède à un démantèlement, aux fermetures d'écoles, fermetures de mosquées, fermetures d'associations, dissolution d'associations, etc. Oui, le contexte est à la répression, mais ils ne pourront pas empêcher l'émergence à nouveau de toutes ces structures, de toutes ces initiatives-là, parce que les populations musulmanes qui sont installées en France, elles ont vocation à y rester. Et donc, ils sont en train de lutter contre quelque chose d'inéluctable, en réalité. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers. Les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Rafik. Wa alaykoum salam. Comment vas-tu? Ça va très bien, alhamdoulilah, et toi? Ça va très très bien. Je suis très heureux de t'accueillir sur mon podcast Muslim Makers. Très heureux d'être là. Pour commencer, Rafik, je te propose de te présenter rapidement, en moins d'une minute, nous dire un peu qui tu es. Alors, je m'appelle Rafik Shekat. J'ai 41 ans aujourd'hui. Tiens, je viens de penser que c'est mon anniversaire Joyeux anniversaire. aujourd'hui. Je te remercie. Voilà, je suis avocat à Marseille. J'écris également sur un certain nombre de sites. Et puis, on va dire, j'ai aussi une activité de militant, d'activiste. Voilà. Tu as grandi en France, tu as fait tes études en France? Je suis né en Algérie, moi. Je suis né à Ouaran, je suis né à Oran. J'ai Ok. pas grandi à Oran, j'ai grandi plutôt à Skikda, à l'est, et à Alger. Puis après, je suis venu vers 10 ans en France, Mhm. voilà, à Paris, en région parisienne, dans le 19 au début. Enfin, j'habitais le 18e, mais j'étais à l'école dans le 19e, à Stalingrad. Et puis après, j'étais à Saint-Denis. Voilà, j'ai grandi à Saint-Denis, toute mon adolescence et l'âge adulte à Saint-Denis, avant de m'installer à Marseille. D'accord. Tu as fait des études de droit? Exactement. Oui, oui, j'ai fait mon cursus à Paris 1, à la Sorbonne, en droit. Après, j'ai terminé aussi à Paris 1. J'ai fait un an, mais ça c'est une parenthèse, de financement structuré, de financement de projet à Pont-et-Chaussée, dans une D'accord. école d'ingé. Et après, j'ai passé l'examen du barreau que j'ai eu. Et voilà, j'ai intégré l'école de formation du barreau de Paris. Ok. Et puis voilà, ça c'est on va dire, le volet juridique. Et puis après avoir exercé en cabinet, Juste oui, avant de parler de la partie professionnelle, pourquoi tu voulais faire du droit? honnêtement, je n'avais pas d'idée d'orientation. C'était mon prof de terminale à Saint-Denis, Mhm. parce que j'ai passé mon bac à Saint-Denis, et c'était mon prof de terminale qui m'a dit franchement, va en droit. Je ne sais pas trop quoi faire. Je voulais prendre une année sabbatique, moi, après En fait, au début, j'avais rempli des dossiers pour être en prépa. Je crois que j'avais été pris je ne sais plus quel lycée, mais le fait de rester en lycée, ça me déprimait un peu. Et je voulais Ouais. vraiment passer à la fac, quoi, un autre type d'organisation, pas juste être en classe 30 heures par semaine, ça y est, j'en pouvais plus. Vraiment, la terminale, ça a été une année compliquée, pas au niveau des résultats, hein, mais compliquée, parce que ça y est, à un moment, tu sais, tu satures de l'école, enfin, de cette manière-là d'apprendre, quoi. Ouais. Et voilà, donc c'est juste mon prof qui m'a dit, voilà, prends pas d'année sabbatique, inscris-toi en droit, et puis tu verras plus tard. Et j'avais en tête à l'époque, je crois, de passer les concours de Sciences Po, des choses comme ça en cours. Je me suis dit, bon, le droit, c'est bien, ça ne te ferme pas trop de portes. C'est pas non plus un choix hyper. C'est pas définitif comme choix, tu vois, il y a plus marqué, disons, comme discipline. Donc c'est bien, c'était assez généraliste le droit. Donc je me suis dit, voilà, passe les premières années, et puis après, tu passeras les concours et tout ce que tu veux. Donc voilà, Tu étais c'était plutôt, vraiment. c'était un élève plutôt moyen, plutôt bon. Non, 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 j'étais un bon élève. J'étais même un très bon élève. Ok. Enfin, on va pas se raconter des histoires.
en faisant le gars mauvais, des trucs comme ça. Non, non, franchement, j'ai toujours de mémoire, euh, Mhm. à part peut-être tout petit en Algérie, puisqu'on déménageait souvent, donc des fois, j'avais une scolarité un peu perturbée. Mais sinon, non, en France, franchement, à part au début, parce qu'il a fallu apprendre le français. Ouais. Et donc, au début, bah, forcément, tu galères un peu. Mais sinon, non, non, franchement, collège et lycée, j'ai toujours été un très bon élève. Et en termes de suivi, tes parents suivaient tes devoirs ou tu payais des profs particuliers? Non, C'était. non, non, du tout. Non, non, j'ai pas besoin. Bah, moi, j'ai perdu mon père, Allah yarhamou, très jeune. Donc, on était encore en Algérie. Et après, ma mère, non, 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 elle n'a pas eu besoin de. Non, non, moi, comment dire? J'avais le logiciel en tête. Ça veut dire que c'est valorisant d'avoir des bonnes notes. Tu vois, c'est toujours mieux que le prof il te rende un 18 plutôt qu'il te rende un 2 en disant t'es nul, quoi. Et Ouais. donc, à partir du moment où tu as cette recherche-là de valorisation, je ne sais pas comment on peut l'appeler quand tu es jeune, les parents, ils n'ont pas besoin de. Tu as le moteur déjà. Donc, ils n'ont pas besoin de te dire c'est mieux d'avoir une bonne note qu'une mauvaise note. Donc, elle avait absolument. Je prends qu'il y a des années au collège où ma mère ne savait même pas dans quelle classe j'étais. Ah ouais? Oui, parce qu'en fait, elle n'avait pas besoin de savoir parce que ça roulait. T'as fait un bac littéraire? Non, 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 ES. Non, non, moi j'étais. Ouais, ouais, j'étais. Tu sais, c'est ES quand tu es un peu feignant. Ouais, c'est entre les Et. deux. Ouais, voilà. C'est vraiment le bac des. Voilà, je suis à peu près bon, moyen, bon partout. Bon partout, allez, je fais ES. Ouais, d'accord, ok. Cool. Et du coup, en faisant du droit, est-ce que tu t'es découvert une passion ou c'était pas Absolument non pas. plus. Non, non, c'était encore Non, pire. non, 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 encore ça a pire. été. Ah oui, oui, non, ça a été vraiment. D'ailleurs, il faudrait me dire s'il y a des personnes qui arrivent à se passionner pour la différence entre l'hypothèque légale et l'hypothèque conventionnelle. Très honnêtement, moi, j'ai pas trouvé ça d'une. Alors, c'est intéressant, notamment les premières années, mais après, moi, j'ai fait du droit des affaires. Et là, bon, le droit fiscal, etc., c'est. Faut pas dire que ce soit la chose la plus intéressante qui soit. Ouais. On avait l'ambition de finir dans des bons cabinets, et donc c'est la raison pour laquelle je te dis on parce que c'était le groupe d'amis avec qui j'étais à l'université, on a choisi Mhm. plutôt le droit des affaires. En fait, le droit des affaires, ça reste le tronc commun. C'est-à-dire que Mhm. tu fais du droit quand tu n'as pas trop envie de choisir, et quand tu es en droit et que tu n'as toujours pas trop envie de choisir, bah, tu restes sur la filière droit des affaires parce que c'est la filière la plus générale, on va dire. Oui. Et puis c'est la filière aussi, entre guillemets, la plus stylée, hein. Non? Exactement. Oui, Ouais. nous, ce qui est intéressant, c'est que depuis, j'ai complètement changé d'avis, mais à l'époque, oui, pour nous, le droit des affaires, les autres disciplines, c'était les parents pauvres oui, de la discipline. Pour nous, par exemple, à l'époque, je te parle vraiment quand on était étudiant, hein, ça remonte, Mhm. le droit pénal, c'était limite des travailleurs, c'était presque synonyme de travailleur social. C'est-à-dire que pénaliste, on se dit, ah non, ça c'est quand même la misère comme boulot. Ouais. Depuis, alhamdoulilah, j'ai changé d'opinion. Mais à l'époque, voilà, droit des affaires, c'était la seule manière d'intégrer les plus gros cabinets parisiens ou londoniens, ou etc. Ok. Et tu as fait une année de césure, enfin une année dans je sais plus quelle école, entre ta licence et ton master. Ouais, non, 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 en fait, non, en fait, moi, j'ai fait les choses à l'envers. C'est que j'ai d'abord passé un master, donc un master 1 donc j'ai eu mon master. J'ai passé immédiatement l'examen du barreau que j'ai eu du premier Ok. coup. Ok. Ce qui m'a permis après de faire des masters, master 2, un peu plus, de choisir quasiment mon master 2. Donc j'en ai fait en Hmm. droit international économique à la Sorbonne. Et puis après, je me suis inscrit, j'ai commencé des stages dans le cabinet d'affaires. Et en parallèle, j'avais été pris dans le master 2 qui s'appelle financement structuré, financement de projet. À Pont-et-Chaussée, c'est une co-tutelle Pont-et-Chaussée, Université Paris 10, en Ok. gestion. Mais là, c'était quasiment des maths. Enfin, il y avait des aspects juridiques, mais quasiment. Donc, je me suis dit, c'est bizarre, parce qu'en première année de droit, tu t'inscris en droit parce que tu as plutôt un profil littéraire. Et puis moi, je finis en fin de cursus, je faisais des équations et des maths. Donc, je me suis Ouais. dit, tiens, c'est intéressant comme évolution. Mhm. Et puis, en parallèle, j'avais été pris en cabinet. Donc, j'avais commencé à bosser comme collaborateur, comme avocat collaborateur, dans un Ok. cabinet anglais. Ok. Un bon cabinet. Oui, oui, alhamdoulilah, non, non, c'était un bon cabinet. Une chose qui me fait rire toujours avec le recul, c'est que quand tu avais par exemple un courrier à transmettre en interne, c'est-à-dire même à ton voisin de bureau, enfin, c'est-à-dire deux bureaux à côté ou trois bureaux à côté, il y avait un Mhm. porteur qui pouvait le faire en interne. Et je trouvais ça fabuleux c'est-à-dire une fois, nous on était au troisième étage de mémoire. Une fois, j'ai dû aller au quatrième parce que là-bas il y avait le service fiscalité, taxes.
pour remettre juste un contrat. Et quelqu'un me croise, me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah, je vais remettre le contrat, machin. Il me dit, non, mais il y a quelqu'un qui est payé pour ça. Et alors que quoi, ça te prend 20 secondes, quoi, à tout casser. Mm. Donc voilà, c'était une petite anecdote juste pour dire dans quel style de. Par exemple, tu vois, j'avais une secrétaire qui avait mon âge. Et j'étais très intimidé à l'idée de lui demander de faire quoi que ce soit, parce que elle était parfaitement bilingue, elle, en anglais aussi. Et j'avais l'impression qu'elle était aussi compétente que moi pour faire ce job-là. Sauf que moi, j'étais avocat et elle était secrétaire. Donc en fait, elle m'appelait pour me demander de lui donner du boulot, parce que je ne lui donnais jamais de travail. Et elle avait le même âge que moi. Et je ne comprenais pas pourquoi il fallait que je lui donne du travail, en fait. Pour moi, elle était enfin, elle devait être à côté de moi dans le bureau, quoi, mais pas. Et voilà. Donc c'était une très bonne expérience, par contre. Et c'est important de faire ce type-là d'expérience, même si on n'y reste pas. C'est toujours bien de faire l'expérience plutôt que de rester sur une expectative ou de se dire ah si seulement j'avais intégré ces cabinets-là, j'aurais pu faire ceci ou cela. Donc Mhm. voilà, moi ça m'a permis de savoir ça. Tu es resté quelques années dans ce cabinet. Puis après, ça t'a pas trop plu, tu as voulu changer. Exactement. Non, en fait, j'avais commencé moi à faire des stages dans des cabinets. Le premier cabinet, c'était un cabinet californien de mémoire, Latham Watkins. C'était aux Invalides. Très beau Mhm. cabinet sur le quai d'Orsay, avec vue sur le Grand Palais. J'avais un bureau magnifique en plus, avec une belle vue sur le Grand Palais. Et après, j'ai alterné cabinet anglais, cabinet états-unien, pour finir finalement dans un cabinet anglais. Et après, voilà. Donc, j'ai fait toujours en finance. Hein. J'ai jamais changé de département. Finance, un tout petit peu de corporate, mais surtout, j'étais en finance. Et puis, au bout de 2 ans en cabinet, au bout de 2 ans de collaboration, là, ça y est. Franchement, j'avais fait le tour en réalité. Et en fait, je crois que ce qui m'inquiétait le plus à l'époque, parce que je me replace vraiment des années en arrière, c'est que ceux qui étaient au-dessus de moi, c'est-à-dire à la fois les seniors parce qu'on travaillait beaucoup hein, en tant que junior dans ce type de structure-là, on travaille beaucoup. Et ce qui m'inquiétait le plus, c'est que les seniors ainsi que les associés travaillaient encore plus, quasiment. Et Mhm. tu sais, tu peux faire un effort si tu sais que tu passes les premières années et qu'à la suite des premières années qui sont un peu difficiles, la route va un peu s'aplanir, tu vois. Là, non. Là, tu te dis, mais en fait, là, je travaille beaucoup, mais quand je serai senior, c'est-à-dire avec 5 ans d'expérience, je travaillerai encore plus. Quand je serai associé, je travaillerai encore plus. Donc, en fait, c'est un tunnel qui ne s'arrête jamais. Et je Mhm. crois que ça m'a un peu déprimé comme vision. Parce que je pensais que tu sais, c'est un peu comme les études de médecine. Tu te dis au début que tu galères et puis ça se calme un peu. Ouais. Et je me suis dit, non, je ne pourrais pas. Parce que le facteur temps, bon, c'est bien d'être bien payé, mais quand tu n'as pas le temps de dépenser ton salaire, ça n'a pas grand intérêt d'être bien payé. Parce que Mhm. vraiment, tu n'as vraiment pas le temps de dépenser ton salaire. C'est pas pour rien que dans ces cabinets-là, il y a une conciergerie. Ça veut dire qu'on te propose un service de pressing, qu'on te propose un service de livraison de ceci ou de cela. Moi, dès que j'achetais quelque chose, je me faisais livrer au bureau, parce que c'est là-bas que je passais le plus clair de mon temps. Ouais. Et donc, si tu rentres chez toi tous les soirs tard, rien ne peut rattraper ça. Aucun salaire ne peut rattraper ça. Et donc, il y a un moment où vraiment tu vois, les repas où tu es très, 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 très speed, tu es obligé de partir tout le temps avant le dessert, de demander l'addition quasiment en même temps que l'entrée, le plat de résistance, parce qu'il faut que tu retournes au cabinet le soir, etc. Ça nous est déjà arrivé, y compris de bosser le week-end. Et ça, tu te dis, bon, la qualité de vie, quand même, c'est pas quelque chose qui se négocie. Et donc, rentrer tard comme ça, à ce point-là, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué parce que tu aspires à autre chose. Et puis, plus fondamentalement, c'était intéressant hein, ce qu'on faisait, il n'y a pas de souci. C'était de la finance, c'était beaucoup de conseils. Donc, on plaidait absolument jamais. Et je pense que les trois quarts du cabinet où j'étais ne savaient même pas où se trouve le palais de justice à Paris. Donc, Mhm. c'est pas du tout une activité qui ressemble à l'activité classique des Dans le avocats. pénal. Ouais. Et, oui, voilà, c'est vraiment une activité de conseil d'un cabinet d'affaires. Et moi, j'avais des amis, quand je travaillais dans ce cabinet, la plupart de mes amis, par exemple, eux étaient traders, travaillaient en salle de marché, etc. Et voilà, on avait plus de points communs avec des personnes qui bossaient en banque qu'avec des avocats, on va dire, classiques, parce que vraiment, on plaidait jamais, on voyait jamais la couleur d'un tribunal ou d'un juge ou de quoi que ce soit. C'était vraiment que des activités de conseil, des activités de finance, de financement, de refinancement. Donc, euh, donc voilà. Il y avait aussi intellectuellement, je me disais, et j'avais toujours eu cette frustration-là pendant mes études de ne pas avoir fait de sciences humaines.
et de sciences sociales. Donc, voilà. Au bout de 2 ans, je me suis dit, bon, ça y est, je l'ai fait. Alhamdoulilah, c'est bien de l'avoir fait. Et des fois, quand tu fais une chose, tu sais, tu acquiers la conviction que c'est pas pour toi. Ouais. Et du coup, tu as repris les études. Exactement. Donc, quand j'ai arrêté, je me suis réinscrit en master 2, en philosophie politique, pour être plus précis. Mhm. Euh, et puis voilà, j'avais vraiment envie de faire quelque chose parce que ça m'intéressait, parce que j'avais toujours été, même si j'avais pas milité activement ou je m'étais pas engagé dans des mouvements particuliers, j'avais quand même, je sais pas, par exemple, j'étais abonné depuis que j'avais l'âge de 22 ans à la revue d'études palestinienne, sur Mhm. laquelle j'étais tombé une fois au hasard à la FNAC. Et donc voilà, donc je lisais quand même un peu des écrits politiques, Edouard Saïd, par exemple, je sais pas à l'époque qu'est-ce que je pouvais lire, oui, des choses comme ça. Et donc j'avais cette frustration-là de ne pas avoir fait d'études où on puisse parler de ces questions-là. Donc je m'étais inscrit en master 2 en philosophie politique, j'avais été pris. Et puis, entre-temps, moi, dès que j'ai quitté le cabinet, la première chose que j'ai faite, c'est que je suis parti en Palestine. Ok. Et après, je suis parti en Algérie Tu longtemps. as fait quoi en Palestine, en Algérie? Non, en fait, Palestine, c'était juste une envie. Je me suis dit, dès que j'arrête le boulot, j'avais des sous sur le compte, alhamdoulilah, je me suis dit, allez, le premier voyage que j'ai envie de faire, c'est j'ai envie d'aller à Palestine, quoi. J'ai envie de voir le Quds et les autres villes. Mhm. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait, mais vraiment à titre, pas du tout dans une optique militante ni rien, vraiment à titre privé et perso. Et puis après, il y avait, ça tombait, le mois de Ramadan, en fait, commençait le 1er septembre, je me rappelle, c'était en 2008. Et je me suis dit, j'ai envie de passer tout le mois en entier, du premier jour à l'Aïd et après l'Aïd, en Algérie, chez moi. Donc c'est ce que j'ai fait aussi. Et après, tu te ressources, en fait. Voilà, c'est deux types de séjours où vraiment tu te ressources. Et puis après, bah, j'ai intégré ma formation là, en philosophie politique Et tu avec savais, tu l'envie savais que de. tu voulais rejoindre avant tes séjours. Ouais, oui, 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 j'avais été Ok. pris avant, j'avais Ok. tout ça. Et donc voilà. Donc après, j'ai repris ma formation. Tu n'avais pas une pression des proches qui te disaient, mais t'es fou, pourquoi tu changes? Reste où t'es. Ah bah pour eux, c'était absurde. Je ne sais pas si tu imagines en Algérie, quand à tes cousins, tu leur expliques, quand ils te posent la question, ils te disent, mais attends, donc si je comprends bien, tu avais un boulot, tu avais donc le salaire qui va avec, tu avais un appart, tu avais une situation, tu avais un avenir, et tu t'arrêtes tout pour aller faire de la philosophie politique à la fac. D'accord. Ok. Ok. Ce gars-là, il n'est pas très sérieux, quoi. C'est ce qui, tu sais, il le disait pas, mais je t'assure que le regard, il exprimait bien l'idée. Ok. Il disait, Mskin, je crois qu'à la faire, voilà, il nous fait une dépression. Alors que j'étais super heureux. Tu sais, moi, j'étais hyper heureux de ce choix-là. Ouais. Limite, je revivais, quoi. Et Et comment ça se fait que tu étais aussi confiant de ton choix? bah, parce que j'en avais envie, en fait, vraiment. C'est-à-dire que j'ai fait l'expérience des cabinets d'affaires, de bosser dans. Et pour moi, ça n'avait pas de sens. Et donc, j'ai compris à ce Hmm. moment-là que si ça n'a pas de sens, j'arriverai pas à y mettre du sens. Si ça n'en a Hmm. pas pour moi, et ben en fait, chaque journée, tu auras l'impression que c'est la répétition de la même chose et qui n'a aucun. Et après, je m'étais dit, d'un point de vue éthique, vraiment, à quoi ça sert de bosser, enfin, à quoi ça sert d'avoir un travail qui permet d'engraisser des personnes que je trouvais déjà suffisamment grasses. C'est-à-dire que on bossait pour Calion, Soggen, toutes ces banques-là. L'idée, c'était de leur apporter encore plus de sous et de rapporter aussi des sous au cabinet. Mais dans ma tête, je me suis dit, mais quel est le sens en réalité? Parce qu'ils ils en ont déjà, et plein même. Et ce qui fait que je ne comprenais pas trop le sens de ce que je faisais. Il y avait un double sens, à la fois la finalité de ce qu'on faisait comme activité, Mhm. et, et en plus, je comprenais, moi, à titre perso, c'est-à-dire à titre intellectuel, bon, c'est beaucoup de duplication de contrats, c'est assez rébarbatif, c'est technique, hein, je ne dis pas que c'est facile comme activité, c'est assez technique, mais voilà, c'est pas de la C'est philo pas non plus. transcendant. Non, absolument pas. Non, non, je vois pas comment tu peux, devant un contrat ou devant des CPIs ou devant des choses comme ça, tu peux être transcendé. Absolument. Tu as choisi un excellent, excellent terme. Donc voilà. Donc je sais pas que j'étais confiant dans la formation que je faisais, mais je me disais, bon, là j'ai envie de réfléchir, j'ai envie d'être avec des gens qui réfléchissent, des profs sympas, etc. Et puis la philopo, c'est intéressant, ça va de Machiavel à Marx à plein de choses. Donc c'est hyper, hyper complet, hyper bien. Donc voilà, c'est dans son Hannah Arendt, tiens.
Donc voilà, c'est dans ce sens-là que j'étais très content d'intégrer cette formation-là. Ok, d'accord. Donc, tu as fait une formation de quoi, 2 ans, 1 an? 2 ans, parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que la première année, j'ai fait les cours. Donc, j'ai validé tous les enseignements. Et la deuxième année, je me suis consacré uniquement à la rédaction du mémoire de fin de Master 2, qui est normalement un prélude à la thèse. Et entre-temps, je suis retourné en Palestine, plus longuement cette fois, je suis parti 3 semaines. Ok, Et j'avais aussi commencé à militer politiquement. Bon, là, c'est la d'accord. partie dossier de l'interview, je te le dis tout de suite. Donc, si tu la coupes au montage, je t'en voudrais pas, tu vois. Mais non, non, plus sérieusement, en fait, quand j'ai commencé mon Master 2, c'était quelques semaines avant l'opération Plomb durci. Donc ça, c'est les bombardements sur Gaza de 2009. Fin 2008, enfin hiver 2008-2009. Donc ça a Mhm. commencé en fin d'année 2008 et début janvier 2009. Donc ça, c'était l'opération Plomb durci. Il y avait des très, 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 très grosses manifestations sur Paris, Ok, auxquelles j'ai été. Et bon, moi, je militais absolument nulle part, hein. J'étais dans aucun groupe, etc. Mais pendant que j'étais dans la manif, j'avais eu le sentiment que si tu t'engages pas dans une structure, bah, faire une manif une fois par an, Yannis, c'est pas très. C'est important, mais voilà, c'est pas suffisant. oui. Et donc, comme beaucoup de personnes qui militent pas, j'ai eu ce réflexe en rentrant chez moi de regarder les chaînes d'infos en continu. Parce que tu sais, quand tu participes à une manif et que tu as l'impression que la manif est grande, et j'avais vraiment l'impression qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde, Ouais. donc tu te On a dis, toujours bah, tu l'impression rentres qu'il chez y a beaucoup de monde. toi. Exactement. Non, mais là, je t'assure que non. Franchement, avec le recul, je pense que le mouvement palestinien ne pourra jamais réunir autant de monde qu'il y avait à l'époque. Il y avait vraiment, vraiment, vraiment du monde. Pour tout un tas de raisons d'ailleurs. Tu vois, entre-temps, il y a eu ce qui s'est passé en Égypte, en Tunisie, etc., en Syrie, etc. Donc, Mhm. bon. Mais à l'époque, vraiment, il y avait une centralité de la question palestinienne. Et, et donc, je suis rentré à la maison en me disant, bon, bah, j'espère que ils ont couvert la manifestation et justement, il avait fait, je ne sais plus sur quelle c'était télé à l'époque ou BFM TV, et ils avaient interviewé les principaux leaders politiques qui avaient assisté à la manifestation. Moi, je connaissais un peu Yanni sur la question palestinienne, pas de manière totale, enfin complète, mais franchement, j'étais un peu calé sur la question. Et donc, Mhm. j'entends, je sais pas, un certain nombre de leaders politiques qui sont interviewés pendant la manif et qui disent vraiment des platitudes et des choses pas très. On est pour la paix, des choses comme ça. Bon, je trouvais que c'était pas très conséquent comme discours. Et puis après, il y Oui. a eu Olivier Besancenot, que je connaissais pas, moi, tu vois, je l'ai découvert à la télé, et qui dit des choses que je trouvais plutôt correctes, tu vois. Bon, avec le recul, je trouve ça pas terrible, mais à l'époque, je me suis dit, ah tiens, lui, il parle des réfugiés palestiniens, le retour des réfugiés, il parle de ceci, il parle de cela, bah tiens, ça me paraît pas mal comme discours. C'est qui lui? Ah tiens, Olivier Besancenot, c'est quoi son parti? NPA, je ne connaissais pas du tout. Je vais sur mon ordi, je tape NPA. Il y a une section à Saint-Denis, moi j'étais à Saint-Denis. Je leur envoie un message, ils me répondent genre dans l'heure qui suit, un truc comme ça, hyper rapide, en me Mhm. disant on fait une réunion demain ou après-demain, t'es le bienvenu. Et donc voilà, et ça a commencé tout bêtement comme ça. Et pour moi à l'époque, militer, ça voulait dire nécessairement être dans un parti politique. Depuis, j'ai changé évidemment d'avis, mais pour moi à l'époque, voilà, quand tu milites politiquement, c'est dans un parti. Tu vois, c'est quand tu es jeune, tu penses, tu as souvent des idées arrêtées comme ça. Donc à l'époque, c'est ce que je me disais. Et c'était vraiment sur la question de la Palestine que s'était fait le choix. Je savais aussi que moi, d'un point de vue politique, à l'époque, tu vois, j'étais plutôt de tendance, on va dire, marxiste ou communiste, je ne sais pas comment on peut l'appeler, tu vois, en tout cas, Mhm. juste à titre comme ça d'intuition, tu vois, c'était pas du tout affirmé comme idée. Mais d'un point de vue intuitif, comme ça, bon, je me suis dit, je me retrouve plus là-dedans que Dans le ailleurs. capitalisme. Ouais. Oui, voilà. Donc c'est comme ça que j'avais intégré. Et après, voilà. Comme j'étais retourné après, enfin, après, je suis retourné encore en Palestine. Et donc, à ce moment-là, je militais principalement dans la campagne BDS. Et on avait créé un collectif BDS à Saint-Denis. Et je participais aussi aux actions de BDS France. Donc voilà, c'était plus, franchement, mon premier engagement, comme beaucoup, beaucoup d'ailleurs. Et je me rends compte que on est beaucoup dans ce cas-là. Ma politisation s'est faite à travers la question palestinienne. Et, D'accord.
et voilà, et on est vraiment nombreux, hein, parce que la plupart des personnes que j'ai connues dans le milieu militant, même des personnes avec qui maintenant je milite sur des questions autres que la Palestine, je les ai connues à travers la question palestinienne. Mhm. Et ça a été D'accord. vraiment ça a été une décennie, on va dire, de la deuxième intifada en 2000 Mhm. jusqu'à l'opération Plomb durci de 2009. Et entre-temps, il y a eu l'opération Rempart, Jenin, 2002, etc. Il y a toute une génération en fait de personnes qui se sont politisées voilà, vraiment entre 2000 et 2010 à travers la question palestinienne. Et vraiment, c'est du monde. Mais, et là, j'aimerais dire une chose, euh, pour moi, la Palestine, ça a toujours été, voilà, c'est la porte d'entrée dans la politique, mais j'ai jamais voulu en faire un terminus. C'est-à-dire que quand on dit que c'est une clé de politisation, c'est une ouverture vers la politique, l'idée, c'est de ne pas en faire un terminus et de ne pas dire, voilà, moi, la Palestine, ça a été ma station de départ, mais ce n'est pas la station d'arrivée Oui. et pas mon terminus. Et donc, l'idée, c'est pas de dire, voilà, on va tourner en rond et dire Palestine, Palestine de manière permanente, etc. Non, c'est comment ça t'ouvre sur le monde et comment ça te permet de comprendre le monde et les rapports de domination qui le structurent, etc. Et donc, c'est vraiment une clé de compréhension. Mhm. Et très rapidement, je crois que ça a été au bout d'un an ou deux, vers 2010, quelque chose comme ça, j'avais ça veut dire que ça ne me suffisait plus d'avoir la Palestine comme projection. Ça veut dire que je me disais, mais attends, il y avait, et ce qui a été un des déclencheurs de ça, c'est que moi j'étais à Saint-Denis, et à l'époque, tu avais l'évacuation de la tour Balzac à la Courneuve. Ok. Et donc, je me suis dit, mais. Et je me dis, attends, c'est bizarre, je reçois des SMS. Dès qu'il se passe le moindre truc en Palestine, on va te dire, une famille a été expulsée à Sheikh Jarrah ou je ne sais pas où en Palestine. Et on recevait des SMS dans les groupes militants Hmm. pro-palestiniens. Mais par contre, en bas de chez nous, il y avait des familles qui étaient expulsées, qui étaient à la rue, qui dormaient dehors, etc. En bas de chez nous, hein, en France. Et on ne faisait rien pour ça. Je me suis dit, mais il y a un décalage. Ça veut dire que c'est à 4000, 5000 km la Palestine, c'est une cause éminemment importante. Et ça, je garderai ça en tête toute mon existence. Mais par contre, il y a aussi un engagement local qu'on doit avoir. Et Oui. c'est à partir de là, tu vois, que j'ai commencé plutôt tout en mêlant les deux, d'ailleurs, à me dire, bon, il y a des choses qui se passent ici, concrètement. Tu peux faire le lien entre, par exemple, la répression en Palestine et le lien, il ne faut pas qu'il soit absolu, il y a quelques points communs, et la répression qu'il peut y avoir en France, ou avec les crimes et les brutalités policières, etc. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé plutôt à avoir un engagement plus local, on va dire. D'accord. Et c'est manifesté par. C'était quel type d'engagement? Bah, on avait commencé. Alors, j'avais quitté le NPA, ça a duré un an. Et ce qui est intéressant, juste vraiment à titre avec le recul, et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à avoir vécu ça, c'est que moi, le NPA a coïncidé avec l'affaire Ilham Moussaïd. Ce qu'ils ont appelé l'affaire Ilham Moussaïd, c'est en fait la présence d'une sœur qui porte un hijab à Avignon sur une liste pendant les élections régionales, je crois que c'était les régionales de 2010. Et donc, en Mhm. fait, la simple présence de cette sœur-là sur une liste, elle était 28e. D'ailleurs, sur une liste où même la tête de liste du NPA était sûre de ne pas être élue. Alors, je ne sais pas si tu imagines quand tu es 28e de la liste. Et donc, la simple présence de cette sœur, donc Ilham, avait provoqué un scandale politique à l'échelle nationale, déjà en interne au sein du NPA, Mhm. et vraiment à l'échelle nationale. Ça veut dire qu'il y a eu une médiatisation énorme de cette affaire, au point que Ilham, d'ailleurs, elle-même, elle avait dû quitter son domicile pour aller habiter chez quelqu'un de sa famille parce qu'il y avait des dizaines de journalistes qui l'attendaient en bas de chez elle pour l'interviewer. Vraiment, ça a eu un énorme retentissement pour elle. Et ce qui s'est passé, c'est que il y avait un comité, en fait, à Avignon. Enfin, il y avait un groupe que je connais très bien. Et en fait, en mettant Ilham candidate, ils avaient appuyé sur le bouton de dislocation du NPA. Vraiment, ils ont fait imploser le NPA parce que cette question-là, on la sentait. Tu vois, la question de la laïcité, hijab, islam, etc. en interne, on sentait que ça pouvait être source de friction. Mais là, vraiment, le parti a implosé. Il a implosé sur deux questions, si on veut être vraiment honnête et complet. Il a imposé vraiment sur la question de l'islam et il a aussi imposé sur la question des alliances. C'était les deux. Voilà. C'était deux types de. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, à la fin je reste à peu près un an, moi, au NPA, mais à la fin, on ne parlait que hijab, voile, hijab, voile, hijab, voile, hijab, voile, pendant toutes les réunions, parce que c'était vraiment la question qui était devenue centrale en interne.
Et donc, bon, j'ai quitté, comme la plupart d'entre nous, d'ailleurs, la plupart des Arabes, musulmans, etc., euh, ont quitté le parti à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, j'étais rentré au NPA très honnêtement en me disant marxiste, ou je ne sais pas comment je me définissais à l'époque, tu vois. Au bout d'un Mhm. an de NPA, j'ai quitté le NPA en me disant je suis arabe musulman. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est je me suis jamais senti aussi arabe et aussi musulman qu'au sein du NPA. Alors que je pensais que j'intégrais un groupe où je pouvais enfin comment dire, juste voilà, pour faire une digression, les premières réunions politiques auxquelles j'ai assisté, pour moi, c'était la première fois que je voyais des personnes, des hommes et des femmes, se réunir pour faire autre chose que de l'argent. Et donc, ça me Ouais. faisait, j'étais très intéressé, intrigué, stimulé par ces réunions-là. Et quand tu n'es plus dans les milieux libéraux, quand tu n'es plus en droit, quand tu n'es plus dans les cabinets d'affaires, etc., et que d'un coup, tu rencontres les gauchos, pour le dire comme ça, bah, au début, ils te paraissent hyper ouverts, hyper tolérants, alors que tu vois, bon, les milieux libéraux, etc., bon, voilà, ils sont là pour l'argent, pour le business, etc. Et donc là, tu rencontres des gens et tu dis, ah tiens, c'est formidable, ils sont antiracistes, ils sont ceci, ils sont cela, ils font des choses pour le bien du monde, pour autrui, etc. Ça, c'est au départ, Ouais. hein, c'est la version un peu idyllique que tu as. Et puis très rapidement, quoi, il y a eu les premières frictions en interne. Et oui, c'est intéressant, c'est parce que c'est dans ces milieux-là que c'est le plus compliqué de parler de racisme, justement parce que eux se voient comme antiracistes et comme faisant le bien. Et Ouais. donc, pour eux, les associer de près ou de loin à la question de l'islamophobie ou du racisme, c'est une terrible injustice. Ils le vivent comme C'est une terrible indécent. injustice. Et d'ailleurs, ouais, voilà, c'est presque de l'ingratitude. Mhm. Et, et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que on était un certain nombre de Arabes, de musulmans, au sein même du NPA. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne se connaissait pas tous forcément, les uns et les autres, mais on a tous quitté en même temps quasiment. On a à peu près tous quitté dans le même mois ou dans les 2 mêmes mois. Et on s'en est rendu compte après. C'est-à-dire que des fois, tu rencontrais un frère qui était à Nantes. Il te disait, ah, moi j'étais au NPA. Et tu, ah oui, ah tiens, moi aussi, c'est marrant, t'as quitté quand? Octobre 2010. Ah, c'est marrant, moi aussi. Et voilà, c'est à peu près voilà, comme ça que ça s'est fait. Mais c'était une très bonne expérience parce que il faut aussi être honnête et pas non plus dresser des tableaux. C'est que politiquement, ça m'a servi. Ça m'a plus servi après, mais ça m'a servi politiquement. Et c'est aussi là-bas que j'ai rencontré mon épouse. Donc, tu vois, c'est pas perdu, qui, elle, faisait partie justement du comité d'Avignon dont je t'ai parlé avant. Donc, tu D'accord. vois, il y a toujours des bonnes choses, il y a toujours des bonnes Ouais, choses à apprendre. c'est clair. On connectera les points un peu plus tard sur comment tu as pu être utile cette expérience. Mais du coup, après ça, qu'est-ce que tu as fait? Alors après, moi, idiot comme comme j'étais allé 2 fois en Palestine et que je faisais mon master 2 là, en philo-po, Mhm. moi j'avais des profs qui ne parlaient que d'Anna Arendt. Anna Arendt, matin, midi, soir. Ils avaient une citation de Hannah Arendt pour à peu près tous les sujets de la vie. C'est-à-dire, tu leur disais, ah, tiens, j'ai mal aux pieds. Ils disent, ah, vous connaissez la citation d'Hannah Arendt, ce que disait Hannah Arendt sur les pieds, etc. Mais vraiment, je Ok. caricature à peine. Tu peux nous Je décrire me qui suis c'est dit, Hannah bon, Arendt? pardon. Tu peux nous décrire un petit peu c'est qui Hannah Arendt? Alors, Hannah Arendt, c'est une auteure, autrice allemande qui a fui le nazisme, s'était réfugiée en France, a été internée d'ailleurs en France peu de temps au camp de Gurs, avant de rejoindre les États-Unis. C'est là-bas qu'elle a écrit. Bon, elle avait un parcours de philo. Elle avait eu Heidegger comme professeur. Elle avait fait sa thèse sur Saint-Augustin. Et en arrivant aux États-Unis, elle a commencé à écrire son œuvre qui l'a fait connaître. C'était Les origines du totalitarisme, qui a été publiée aux États-Unis d'abord, et puis après, ensuite, qui a été diffusée très largement. Et puis voilà. Après, elle a fait carrière. Elle est restée jusqu'à la fin de sa vie aux États-Unis. Et voilà, elle avait du mal à se définir. Elle ne voulait pas qu'on la définisse dans la classe parmi les philosophes. Mais voilà, on va dire à très gros traits. Puis elle est morte dans les années 70, Hannah Arendt. Mhm. Donc voilà, c'est à peu près. Donc, ce qui est intéressant avec Hannah Arendt, c'est qu'elle fait partie. C'est les auteurs, comme on va dire d'une certaine manière Orwell, même Camus un petit peu. Ça fait partie des rares auteurs, Arendt,
qui peuvent être aimés à la fois par des gens qui sont d'extrême droite ou d'extrême gauche. Et c'est intéressant ça avec Arendt, ça veut dire que tu peux trouver des personnes qui sont conservatrices, vraiment, ouvertement, qui vont citer Hannah Arendt, et comme des personnes de gauche ou d'extrême gauche, ou je ne sais pas comment on est passé sur l'échiquier politique, qui vont aussi citer Arendt. Et moi, comme j'avais des profs qui citaient Arendt matin, midi, soir, et que moi, je revenais de Palestine, et que j'avais envie de travailler sur la question de la Palestine, je me suis dit, bon, on va couper la poire en deux, et je vais faire un mémoire qui va s'appeler, et qui s'est appelé d'ailleurs, Hannah Arendt et la question de Palestine. Voilà. Vraiment pour ne pas se compliquer, la tâche. Ok. Et moi, j'avais l'idée que si tu travailles sur un mémoire et que tu es avec des professeurs, vaut mieux que tu bosses sur un sujet sur lequel ils sont compétents, plutôt que je choisisse par exemple un sujet sur l'Algérie et que le prof soit complètement largué sur le sujet que j'ai choisi. Et en réalité, il ne te pousse pas dans tes retranchements. Il n'y a pas de challenge en fait intellectuel. Tu vois. Je peux lui raconter à peu près ce que je veux sur l'Algérie. Il n'y a aucun moyen de vérifier. Et donc là, je me suis Hmm. dit, bon, ils sont calés sur Hannah Arendt, c'est des Arendtiens convaincus. Moi, je reviens de Palestine. Ben voilà, tu fais les deux. Tu veux parler à la fois de la Palestine et d'Hannah Arendt. Et donc, j'ai fait la bêtise de choisir ce sujet parce que c'était un sujet assez sensible. Disons qu'il y a plus diplomatique et il y a plus facile comme sujet. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, quand j'avais commencé à travailler sur mon mémoire, je pensais que Hannah Arendt, j'allais vraiment la bousiller, j'allais la déglinguer intellectuellement parce que je trouvais que sur les questions du sionisme, de la Palestine et tout, elle avait eu des positions éminemment critiquables. Et puis, au Mhm. fur et à mesure de travailler, c'est souvent le cas quand on travaille sur Arendt d'ailleurs, on se rend compte que c'est plus complexe et nuancé que ça, en réalité, que des petits extraits qu'on peut sortir ici ou là. Et donc, c'est le paradoxe avec Arendt, c'est qu'à la fois, elle a eu dans son parcours des prises de position euh, qui sont faites ouvertement pour le mouvement sioniste, et en même temps, c'est une des celles qui fait la critique la plus implacable et la plus radicale du sionisme. C'est toujours les deux avec Arendt. Ok. Et donc voilà, au fur et à mesure donc du mémoire, j'avais un peu affiné ma vision à la fois d'Arendt et de elle, son engagement de son époque et tout. Et puis en plus, il faut faire gaffe au risque d'anachronisme, c'est-à-dire ce que tu peux dire aujourd'hui, est-ce que dans les années 30, 40, tu peux raisonner de la même manière. Bon, faut toujours faire gaffe au risque d'anachronisme. Et en réalité, mon mémoire, c'était une discussion que j'avais essayé de faire entre Hannah Arendt et Edouard Said. Et c'était vraiment Edouard Said, Hannah Arendt. Je trouvais que ces deux figures de l'exil qui me paraissaient intéressantes de faire, voilà, faire rencontrer, de Edouard discuter. Saïd. Exactement. Edouard Intellectuel Saïd, palestinien, oui. Mhm. américano-palestinien, qui est mort en 2003 et qui s'était fait connaître par la publication fin des années 70, qui est arrivé en France début 80, de l'orientalisme, l'Orient créé par l'Occident, qui est son livre phare, qui a d'ailleurs créé, c'est un titre, enfin, tu vois, quand on parle d'orientalisme, on fait immédiatement référence à Edouard D'accord. Saïd, et donc c'était un professeur de littérature comparée, lui, Saïd, et qui était aussi engagé dans le mouvement national palestinien, avec lequel il a rompu à partir des accords d'Oslo. Et donc voilà, et qui après a vécu à New York, Saïd, donc il est né, lui, en Palestine, il a quitté juste avant la Nakba, c'est-à-dire il a quitté en 47, je crois, sa famille, et puis après il a vécu en Égypte, il a fréquenté les écoles coloniales en Égypte, etc., avant de s'installer, de faire ses études, et des études brillantes en littérature comparée aux États-Unis. Et après, il est resté, il était installé à New York, et c'est de là-bas qu'il écrivait, qu'il s'engageait. D'accord. Donc voilà, le mémoire, c'était une discussion, Edouard Saïd, Hannah Arendt. Et le jour de la soutenance, la prof, elle n'a pas vraiment goûté ça. Et donc voilà, donc ma directrice de mémoire n'a pas vraiment aimé. C'est-à-dire que c'était bizarre comme expérience parce que moi, je pensais après faire une thèse, etc. Donc continuer mon travail. Et j'étais très apprécié par ma directrice de mémoire d'ailleurs. Et donc, tu vois, après, pour avoir les allocations de thèse, il faut que tu aies un prof qui t'appuie, qui appuie ton dossier dans les Hmm. commissions. Et puis après, on te verse une allocation pendant 3 ans, ce qui te permet de faire une thèse. C'est à peu près le plan, moi, que j'avais. Ça se passait très bien, alhamdoulilah, à l'université. Sauf que le jour de la soutenance, elle a lu mon mémoire, ma directrice de mémoire, et elle n'a pas vraiment kiffé enfin, en tout cas, c'était pas de son goût. Elle n'a pas apprécié cette discussion entre Hannah Arendt et Edward Said. Et quand je lui ai demandé, c'était un peu houleux, on va dire, pendant la soutenance. Et quand je lui ai demandé est-ce qu'il y avait des éléments qui étaient faux, parce que j'ai quand même rendu un écrit d'une centaine de pages, et donc sur lequel il fallait s'appuyer
avant de parler d'autre chose. Et je lui demandais est-ce qu'il y a des choses fausses sur les. Enfin, elle m'a reproché en fait de ne pas être objectif. Et c'est intéressant, ça, ce procès en objectivité, parce que ça veut strictement rien dire. C'est-à-dire que franchement, ce jour-là, je lui ai dit non, mais l'objectivité, ça y est, c'est une question qu'on règle. Premier semestre, première année de sociaux, ça y est, cette question de l'objectivité, ça n'existe pas, l'objectivité. Enfin, est-ce qu'elle est objective, Hannah Arendt? Enfin, ça ne veut rien dire comme reproche de dire à quelqu'un, vous n'êtes pas objectif. Et en fait, je crois qu'elle s'est rendue compte, et c'est même pas une croyance, et je pense une certitude. En fait, elle s'est rendue compte que j'étais arabe le jour de la soutenance, ma prof. Et ce qui fait que je lui ai dit, en fait, je lui ai dit que moi, voilà, je m'appelle Rafiq Chkat, fils de Abdelhafid Chkat et de Baroudia Ramdani. Je lui ai rappelé le jour de la soutenance. Hein. Et j'ai travaillé sur Hannah Arendt. Je me suis tapé la correspondance de Hannah Arendt avec Heinrich Blücher, la correspondance d'Hannah Arendt avec Kurt Blumenfeld, la correspondance d'Hannah Arendt avec Gershom Scholem, la correspondance d'Hannah Arendt avec Mary McCarthy. Tout ça, je l'ai lu. Moi, j'ai fait un travail de déplacement. Je suis né à Oran, j'ai grandi en Algérie. Je lis une autrice qui est une juive allemande bourgeoise. Tout nous oppose quasiment. Et pourtant, j'ai fait une partie du chemin. Et il revenait pour moi, la professeure, enfin ma directrice de mémoire, de faire l'autre partie du chemin. Et parce que j'ai fait moi le travail de déplacement. Bon, et donc ça c'est. Et là-dessus, donc, elle m'a dit non, non, vous n'êtes pas objectif, etc. En fait, en gros, ce qu'elle me reprochait, c'est de ne pas idolâtrer Hannah Arendt. C'est-à-dire, en fait, de la traiter comme un auteur, comme un autre, ce qui n'est pas vrai. Hein. Moi, j'apprécie beaucoup Arendt, mais je ne vais pas non plus en faire quelque chose d'apologétique. Ce qui me paraît d'ailleurs pas très arendtien comme démarche. Donc, il faut toujours être un peu critique et puis essayer de voir les angles morts et puis les impensés de tel ou tel auteur. C'est ce qui nous permet, je pense, d'avancer. Donc voilà, la soutenance ne se passe pas très bien, donc tout tombe un peu à l'eau, l'idée de faire une thèse, etc. Donc là, à ce moment-là, à partir de 2010, je me suis plutôt mis à écrire. D'accord. Donc là, j'avais commencé à écrire des articles. Il y a eu un projet de livre après qui s'est concrétisé l'année d'après. C'était un livre collectif. Et puis voilà, j'avais commencé les articles. Et puis surtout, j'ai commencé à m'investir dans des comités vérité et justice en matière de crimes et de brutalité policière. Et voilà, donc c'est comme ça que s'est fait l'engagement local et plus uniquement sur la question palestinienne. Donc voilà, c'était à la fois une activité éditoriale et une activité, on va dire, militante stricte. Donc c'était voilà, les comités vérité et justice. Et donc on a commencé à Gennevilliers, cité du Luth, à la suite du meurtre d'un petit jeune, mesquine là, du Djamel, qui s'était fait tuer en prison, à la prison de Nanterre, donc par des matons. Et en octobre 2011, c'était il y a 10 ans bientôt, malheureusement, et ça passe vite. Et donc voilà, c'était le premier engagement, on va dire, sur lequel j'ai été. J'étais porte-parole du collectif. Et voilà, donc on était avec des amis, des militants, je pense à Hayat et Yoris notamment, et puis avec les habitants du Luth, les amis de Djamel. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Ça s'est fait au début, c'est très compliqué. Hein, c'est-à-dire, parmi toutes les luttes, je pense que les crimes pénitentiaires, c'est vraiment le trou noir de la République. C'est vraiment là, pas de témoin, une omerta totale, tu es face à l'administration pénitentiaire, etc. Donc, c'est très, 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 très compliqué comme lutte, mais voilà. Je pense que pour nous, c'était important et utile de le faire, et important de montrer que, bah voilà, après ce meurtre-là, bah, au quartier, les gens pouvaient se prendre en main, faire des choses, lancer des initiatives en mémoire donc de Djamel, et aussi de répandre, parce qu'en fait l'administration pénitentiaire disait qu'il s'était suicidé. Nous, on savait pertinemment, il y avait des témoignages dans ce sens-là que c'était faux. Et donc un des objectifs du collectif, parce qu'il faut toujours avoir des objectifs concrets, un des objectifs du collectif, c'était de faire circuler l'info en disant que non, il ne s'est pas suicidé, il a été tué. Et nous, notre objectif, c'était de se dire que dans 10, 20, 30 ans, quand on parlera de cette affaire, à Gennevilliers notamment, on se dira ah oui, Jamel Meskin, le petit jeune qui s'était fait tuer à la prison de Nanterre, et non pas le petit jeune qui s'est suicidé. Voilà, c'était un des objectifs du collectif. Donc voilà, donc ça c'était en région parisienne. Et puis en 2012, moi je me suis marié avec une
une femme qui est du sud de la France. Et donc, je ne pouvais pas rester parce que elle, pour elle, c'était impossible. Elle est très famille, etc. Donc, c'était impossible pour elle de venir s'installer à Paris parce que pour elle, c'est Babylone, quoi. Paris, c'est vraiment la ville monstre, quoi. Et donc, voilà, comme elle est d'Avignon, moi, c'était pas non plus possible d'aller à Avignon parce que c'est vraiment trop petit comme ville. Et vu que mes parents étaient à Marseille, bon, on a coupé la poire en deux. On s'est dit, écoute, je viens dans le sud, mais par contre, pas à Avignon, on va à Marseille. Et puis voilà, c'est comme ça que c'est fait le choix. Comme ça que c'est porté le choix de Marseille. Ok. Et là, à ce moment-là, ça a mis fin à certaines activités militantes qui étaient en région parisienne. Et vu que tu sais, tu milites localement, c'est compliqué depuis Marseille de continuer à militer dans un collectif qui se trouve à Gennevilliers. Donc, j'ai continué à aider, hein, évidemment. Mais par contre, ça a pris une autre nature à Marseille. Ok. Donc là, tu es toujours à Marseille depuis. Exactement. C'est après ça que tu as repris tes études en droit pénal? Non, 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 en fait, Marseille, c'est. Non, au début, on avait lancé un site en 2012 qui s'appelle État d'exception, D'accord. qui m'a occupé pendant. Ça a été franchement ma meilleure formation, je pense, qui a été aussi importante que ma formation universitaire, ce site-là. Parce que déjà, il m'a permis de rencontrer plein de gens et des gens très bien que je garde aujourd'hui dans mon entourage et dont je suis très, très content, je suis très heureux de connaître. Et donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment des rencontres humaines. Et puis, ça m'a permis de me former. Vraiment, ça veut dire que ce site-là, qui traitait, on va dire, en gros, des questions de racisme, Palestine, crimes policiers, etc. Vraiment, je te le dis un peu vite, comme ça. Eh ben, c'était le fait de mettre en ligne des articles, d'écrire des articles, de traduire des articles, de mettre en forme ce que les autres écrivaient, etc. C'est vraiment une excellente, excellente, excellente formation. Ça t'oblige à suivre l'actu, ça t'oblige à te documenter, ça t'oblige à. Voilà. Et donc, vraiment, ça a duré quoi, 6-7 ans, je pense, cette expérience-là, qui a été. Alors, je suis assez peu satisfait de ce qui avait été produit comme écrit. C'est-à-dire que je trouve que les articles, avec le recul, ils ne sont pas terribles. Mais par contre, la formation, elle a été excellente. C'est-à-dire que vraiment, c'est parce que je suis passé par là, ça m'a permis de me former intellectuellement. Donc, ça a été une très bonne expérience. Évidemment, on a fait des erreurs, voilà, sur tel ou tel point, on s'est montré un peu jusqu'au boutiste ou un peu, je ne sais pas, je n'ai pas des trucs en tête, mais je pense qu'on a fait pas certaines erreurs. Mais c'est important aussi de passer par là et de les faire parce que c'est toujours de l'expérience. On apprend toujours dans l'expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, de toutes les manières, on apprend. Oui. Et donc voilà, ça a été vraiment une très bonne expérience. J'avais aussi publié un bouquin collectif en 2011, juste avant de m'installer à Marseille, fin 2011, et qui s'appelle Race rebelle, lutte dans les quartiers populaires des années 80 à nos jours. Voilà. Pareil, quand je le relis maintenant avec le recul, évidemment, je valide aucune des phrases que j'ai écrites à l'époque, mais c'était intéressant et important de le faire à l'époque. Et puis, j'avais aussi fait partie rapidement de la revue Contretemps, qui est une revue de critique communiste en ligne, je crois, en 2011, quelque chose comme ça. J'avais aussi écrit pour eux. Enfin voilà, j'avais une activité comme ça éditoriale. Et donc, quand je suis arrivé à Marseille, j'avais plus les réseaux militants et j'avais plus mon activité militante à proprement parler, parce que tout le monde était en région parisienne. Et donc, ce qui me restait, c'était l'activité éditoriale. Et donc, je me suis dit, continue à. Ce qui est bien avec l'activité éditoriale, c'est qu'elle ne s'arrête jamais. Et donc, en fait, tu te formes en permanence. Et ce qui fait que voilà, ça a été plutôt tourné vers ça. Et en fait, ce qui a fait, c'était un truc tout bête. C'était deux événements en fait, qui ont fait que je suis revenu vers le droit, notamment le droit pénal, le droit des étrangers, etc. C'est d'avoir commencé des formations. En fait, et grâce à une amie, Nour Ben Younes, que je salue d'ailleurs, parce que comme ça l'obligera à écouter l'émission, parce que je cite son nom. Donc, elle m'avait contacté pour être formateur pour Eloquentia à Marseille. Et donc, j'ai été pris Eloquentia, pour qui est me former. une association. Exactement, c'est les concours d'éloquence, voilà, qui Ouais, organise chaque concours année des d'éloquence. concours d'éloquence. Exactement. Alors, je crois qu'il y a plusieurs Saint-Denis, Nanterre, Marseille, je ne sais pas s'il y a d'autres villes. Et donc, voilà, j'ai rejoint l'équipe des formateurs et moi, je n'avais que des juristes. Et le fait j'avais que des étudiants, des juristes, ça allait de la première année au master. Et le fait d'avoir des juristes, déjà, ça te remet dans le bain.
Parce que moi, tu sais, j'avais un petit peu quitté à travers des activités à la fois éditoriales, euh, associatives, militantes, etc. Et donc là, ça te remet dans le bain juridique, vraiment, avec des étudiants, je te dis, la L1 au Master 2, même une qui était en école de formation du barreau. Donc vraiment, voilà, il y avait vraiment tous les âges, on va dire, de la formation en droit. Et le fait voilà, d'avoir des juristes, ça m'a remis dedans. Et petit à petit, voilà, a germé l'idée de reprendre en cabinet et avec l'idée de se montrer utile. Et je pense que c'est un peu plus utile de. Voilà. Là, au moins, tu as une activité qui est concrète et qui est utile. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin d'un avocat. Voilà, pour le dire vraiment très vite et très simplement, on a toujours besoin d'un avocat. Et là, voilà, si déjà tu peux aider et ton entourage et tu peux être sur des causes qui te tiennent à cœur, en matière de droit des étrangers, par exemple, en droit pénal, etc., bah, c'est toujours, ça me paraît utile. Et j'ai les diplômes pour ça, donc c'était un peu bête de pas en profiter. D'accord. Le droit des affaires, c'est assez différent du droit pénal. Exactement. Ah oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, tu Ouais, ce pouvais qui est intéressant, aider c'est que à ce niveau-là quand même. en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand je suis formateur là pour Eloquentia, un des objectifs de la formation, du parcours de la masterclass d'Eloquentia, moi, un de mes objectifs en tant que formateur, c'est de faire en sorte que les étudiants en droit trouvent le domaine dans lequel ils veulent exercer, dans la filière du droit. Mhm. Et si j'avais suivi la formation à l'époque, quand j'étais étudiant, j'aurais su que le droit des affaires, c'est pas fait pour moi. Pour une raison bête, c'est que, tu sais, on essaie de déterminer une espèce de profil psychologique. Ouais. Et moi, à l'époque, j'ai toujours aimé, tu vois, le relationnel, le contact, voir du monde, etc. Si à l'époque, j'avais dit ça à quelqu'un, il m'aurait dit, bah, si tu aimes bien voir du monde, le relationnel, des choses comme ça, le droit des affaires, c'est pas pour toi, parce que là, tu verras jamais le client. Et pendant des fois, des semaines et des semaines et des semaines entières, tu seras tout seul dans ton bureau. Hmm. Et ça, tu vois, c'est vraiment des profils psychologiques et personnels qui correspondent ou qui ne correspondent pas. De la même manière, s'il y a des gens qui veulent voir personne, qui ne veulent pas être embêtés, qui veulent bosser longtemps à leur rythme, etc., bah, ce n'est pas la peine d'aller faire du pénal et de voir 3, 4, 5, 6 personnes différentes par jour. Hmm. Non, Donc, c'est clair. et en fait, je me suis rendu compte en discutant avec les étudiants, parce que c'était un des exercices que je leur faisais faire, que moi, voilà, si je l'avais fait à l'époque, bah, j'aurais su que je n'étais pas fait pour telle filière, mais plutôt pour une autre. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, oui, mais en fait, moi, j'ai plutôt le profil pour être voilà, avocat dans un autre type de structure que les énormes cabinets d'affaires où on est 200, où c'est l'usine. Non, moi, j'étais plutôt fait pour être dans d'autres types de structures. Et ce qui fait que je ne mets pas du tout en balance, je ne pense pas qu'il y ait des structures qui soient meilleures que d'autres, je pense juste que c'est des jobs qui sont différents. Et c'est pas le Hmm. même travail, en fait. C'est comme, tu vois, c'est à peu près la différence entre un éminent cardiologue, spécialiste, je ne sais pas où, qui donne des cours et qui intervient de temps en temps à l'hôpital, et un médecin de famille. Tu vois, le médecin, tu vois, qui a son cabinet, etc. Bah, là, c'est à peu près la même différence entre avocat en droit des affaires, je ne sais pas dans quel cabinet, et puis avocat plus généraliste qui intervient sur des sujets un peu plus terre à terre. Et je disais terre à terre sans vraiment aucune forme, c'est absolument pas péjoratif de ma part. Ouais. Donc voilà, Ok. c'est comme ça que j'ai repris le chemin des prétoires. D'accord. Très bien. Et donc là, depuis ce moment-là, tu es toujours actif chez Eloquentia. Oui, 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 je viens de finir là, ma troisième session chez eux. Mhm. On a fini là au mois de mars, ouais, mars dernier. C'était Mhm. février-mars les formations là, la masterclass. Oui, c'est très, franchement, j'ai toujours autant de plaisir à enseigner. Et, Et et en parallèle, tu as ouvert ton cabinet, il me semble. oui, 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 je me suis installé. Et puis je continue les activités éditoriales. Donc là, pour l'instant, je suis encore très pris par l'écriture et par tous les projets qui sont en cours. Mais petit à petit, oui, ça va une fois que ça va une fois j'aurai fini tous ces écrits, etc., je pourrai me consacrer de plus en plus à l'activité d'avocat. C'est vrai qu'au début, là, j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à rendre en termes de livrables, quoi, de choses concrètes. D'accord. Et tu écris pour plusieurs magazines en ligne? Oui, alors en particulier, mais pas seulement, j'ai publié sur le site en ligne Orient 21, sur Middle East Eye, la version française,
M'arrive aussi j'ai écrit un article pour Ligne de Crête, je pense en écrire d'autres aussi. Enfin, l'idée, voilà, c'est de diversifier un peu les sites d'intervention. Et il y a aussi des projets de livres qui sont en cours. Un qui devrait être publié au mois d'octobre prochain, Inch'Allah, si tout se passe bien, octobre-novembre, Inch'Allah. sur Fanon. Donc, c'est vraiment une introduction à Frantz Fanon. Mhm. Et je ne peux pas encore dire l'éditeur parce qu'on n'a pas encore signé, mais c'est dans les tuyaux, on va dire. Et donc là, c'est vraiment ce sur quoi je suis en train de travailler là en ce moment. Et des écrits en ligne. Pardon, je te laisse finir. Non, non, voilà, c'était voilà. Pour le livre, parce que le premier livre, en réalité, parce que comme ça va être le 60e anniversaire de la mort de Fanon, l'éditeur voulait marquer le coup, etc. Donc, voilà, j'avais pas dans l'esprit de bosser sur Fanon là maintenant, mais comme j'ai participé à plein de colloques universitaires, à des rencontres, j'ai été invité plusieurs fois en Algérie à des colloques et à des séminaires autour de la pensée et de l'œuvre de Fanon, enfin de la vie et de l'œuvre de Fanon. Donc voilà, je me suis dit, bon, j'ai les connaissances accumulées depuis tant, et puis Fanon, c'est un auteur que j'aime beaucoup, qui m'accompagne moi dans mon activité intellectuelle, militante, etc., depuis des années. Donc je me suis dit, voilà, je pense que je peux écrire quelque chose qui puisse être intéressant. Et puis, il y a il y a un tournage d'un documentaire là qui va être diffusé sur France 5 autour de Fanon, auquel je participe d'ailleurs. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai eu l'idée du livre. C'est parce que pour les besoins du documentaire, j'ai dû collecter tous les écrits, tous les séminaires, toutes les conférences, les interventions que j'ai faites sur Fanon. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah bah tiens, il y a de quoi faire un livre, en réalité, avec tout ce corpus-là. Beaucoup de choses qui étaient inédites. Et donc, c'est là, j'ai contacté l'éditeur, et puis on s'est dit, tiens, il y a le 60e anniversaire de la mort de Fanon, ça serait bien de marquer le coup. Voilà. C'est à partir du documentaire, en réalité, que est née l'idée du livre. Ok. Et d'accord, par rapport au documentaire pas au documentaire, pardon, aux écrits que tu fais pour certains magazines, euh, comment est-ce que comment est-ce qu'on fait pour écrire pour des magazines? Tu les contactes, tu écris à l'avance et tu les Exactement. proposes? Oui, oui, voilà, voilà, exactement. Après, ça se fait par des amis. Ça veut dire que, par exemple, typiquement, tu bosses, toi, par exemple, sur un écrit. On dit, ah, tiens, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je suis en train de bosser sur tel article. Ah ouais, tu sais où est-ce que tu vas le publier? Je pensais le publier, le proposer à un tel ou un tel. Ah, bah tiens, propose à. Il cherche des auteurs, tel site, etc. Je pense que ça peut être intéressant. Voilà, vraiment, ça se fait comme ça parce qu'avec le temps, tu te fais un réseau relationnel et donc, franchement, ça se fait de manière un peu comme ça, Ok. par des cercles Et de eux, ils le relisent, sensibilité. ils voient si c'est intéressant pour eux, et des fois, Absolument. Et ils te ça, le pour font moi, c'est très réécrire ou... important. Oui, oui, ça, c'est très important. Je pense que l'activité de relecture, etc., j'y suis très attaché. C'est-à-dire que moi, je suis pas ça me dérange pas, moi, qu'on réécrit, enfin, tu vois, qu'on propose des modifications, etc. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Et au contraire, je pense que même c'est un gage de respect et d'attention. Ça veut dire que si tu envoies un texte, par exemple, alors là, je vais mettre les pieds dans le plat, mais j'appartenais à un site, enfin, un comité éditorial, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, et je leur avais proposé 3 textes. Les 3 textes avaient été publiés sans changer la moindre virgule. Alors que dans le comité éditorial, il n'y avait que des universitaires. Ils avaient tous écrit des livres, ils avaient tous soutenu une ou deux thèses, ou plusieurs thèses parfois, enfin 2 thèses. Et ils modifiaient absolument rien à mes articles. Ce qui fait que j'en concluais que ça les intéressait absolument pas. Là, les articles que j'envoie, ils sont modifiés et à chaque fois, je trouve que les modifications sont de bon sens. C'est-à-dire que des fois, on me dit, par exemple, coupe, pas la peine de mettre la dernière page. Là, ta conclusion, elle est là. Et après, tu alourdis un peu le propos. Ou alors, mets un peu plus de dynamisme, ou alors change le titre, fais des choses comme ça. Et donc, voilà, c'est des propositions qui sont faites à la fois pour Orient 21, qui font un excellent travail éditorial, et aussi sur Mhm. Medellist High. Oui. Et donc, voilà, franchement, c'est très important parce que si tu balances un texte et qu'on le publie tel quel, c'est pas très. Voilà, je trouve que c'est pas. C'est important d'avoir cette navette-là, et parce que toi, ça te permet de progresser, en Oui. réalité. C'est exactement ce qui te permet Ça de t'arrive progresser. ça t'arrive de proposer des textes qui sont juste refusés? Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais. Bon, après, alhamdoulilah, c'est que si tu es refusé là, tu ne seras pas refusé partout. Et en fait, l'idée maintenant, c'est de. Maintenant, je prends moins de risques parce que j'écris un peu mieux qu'avant. Et ce qui fait que voilà, quand j'écris un texte, généralement, je sais qu'il colle à l'actu, voilà, qu'il a toutes les chances de
pouvoir Mhm. être publié. Mais par exemple, juste pour l'anecdote, j'avais écrit un texte là, il n'y a pas très longtemps qui avait été publié sur le site Ligne de Crète autour du livre de Edwy Plenel qui s'appelle Pour les musulmans. En fait, les éditions La Découverte ont fait une réédition de ce livre-là qui est paru à l'origine en 2014. Et là, ils ont fait une réédition du livre là en 2021, 25 mars, je crois, de mémoire, quelque chose comme ça. Le livre est ressorti en librairie avec une préface inédite. J'ai fait une recension de ce livre-là, qui a été publié sur le site Ligne de Crète, où à la fois je disais tout le bien que je pensais du livre, mais aussi toutes les limites de ce livre-là, et notamment l'impasse en matière d'antiracisme, le fait de s'en tenir à des déclarations de principe, à des positions de principe, aussi utiles soient-elles, mais qui ne sont pas suffisantes. Il faut aussi des actions concrètes en matière de lutte contre l'islamophobie, et pas juste agiter des grands principes. Et donc je pensais que voilà, à la fois l'éditeur et puis en même temps l'auteur, Edwy Plenel, allait réagir plutôt froidement ou mollement à ce type de critique. En fait, pas du tout, ça m'a surpris. C'est que Plenel m'a répondu immédiatement sur Twitter en me disant merci beaucoup pour cette recension honnête, exigeante et critique et généreux, je crois, je ne sais plus ce qu'il avait mis comme Mhm. qualificatif. Et en plus, il a partagé le texte. Et pareil pour l'éditeur qui avait trouvé que le texte était bien. Alors, pourtant, il était critique, hein, tu vois. Et j'avais peur, moi, qu'il se braque un peu en se disant, en fait, non, pas du tout. Il avait été très ouvert à la critique, etc. C'était juste, voilà, je tenais à le souligner parce que je trouvais que c'était une forme d'ouverture d'esprit. C'est qu'on voilà, on partage pas exactement les mêmes idées sur tout, mais au moins, il y a la possibilité de dialoguer, d'échanger, etc. Et donc, Ouais. voilà, ça, c'est le style maintenant que j'essaie d'avoir dans mes écrits. Ça veut dire, sauf si vraiment le livre te paraît tellement mauvais qu'il n'y a pas possibilité de trouver un terrain d'entente. Mais sinon, voilà, l'idée, c'est de travailler sur nos points communs et d'arrêter avec le narcissisme de la petite différence, ou etc. Tu vois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est Mhm. d'accord sur l'essentiel, bon, ben, on peut avancer ensemble. Et toi, qu'est-ce que tu recherches à travers ces écrits? Tu recherches à avoir un impact ou juste à partager tes pensées? Ça a quel impact de faire des articles? Alors, il y a plusieurs choses. Je pense que la première chose, quand tu écris un article, c'est que ça te permet de mettre tes idées au clair. Ça, c'est la première chose, je pense. Ça veut dire Mhm. que, tu sais, intuitivement, on pense savoir et on a une idée de tel ou tel sujet, de telle chose, de telle ou telle polémique, de tel événement qui vient de se passer. Par contre, quand tu l'écris, ça t'oblige à poser ta pensée, vraiment. Et parce qu'en réalité, le premier relecteur, c'est toi. Et donc, quand tu écris, tu te relis en même temps. Et donc, en fait, tu es à la fois, tu fais un travail d'écriture et tu fais aussi un travail de critique. Parce que tu dis, ah, mais là, si tu écris pas notamment, on va te dire, ah ben non, c'est pas l'unique exemple, il y a aussi tel et tel type d'exemple. Si là, tu fais pas une digression ou une précision, on va te dire, mais non, mais là, vous oubliez de parler de ceci ou de parler de cela. Donc, en fait, Mhm. quand tu écris, tu es toi-même ton propre critique en réalité. Ce qui permet, c'est pour ça que l'activité d'écriture, de restitution vraiment à l'écrit de la pensée, c'est ce qui te permet de poser au clair tes idées et de savoir est-ce que tu penses bien ce que tu penses, est-ce que voilà, là-dessus tu es carré ou pas. Donc je pense que c'est la première chose pour laquelle on écrit. Ensuite, l'idée de l'influence, évidemment, c'est à des écrits d'intervention, donc tu penses toujours essayer d'influencer dans tel ou tel sens, ou voilà, de proposer telle ou telle lecture des événements ou des faits. Mhm. Et ça te permet aussi de rencontrer des personnes qui vont partager tes écrits et sont plutôt d'accord. Toi aussi, tu partages leurs opinions et leurs écrits. Donc voilà, ça te permet aussi de te fondre dans un collectif. Voilà, c'est un ensemble de choses. Mais vraiment, l'idée maintenant, c'est de prendre position aussi souvent que possible et dès que c'est possible, parce que voilà, je commence à avoir de l'expérience, à la fois de plein d'activités professionnelles, militantes, personnelles, etc. Et donc, je pense voilà, c'est important de les mettre à contribution, à profit, notamment pour les plus jeunes, parce que c'est important aussi de transmettre quelque chose. Donc voilà, c'est tout ça ça paraît, voilà, c'est un peu fouillis, un peu flou peut-être comme réponse, mais c'est tout ce qui est, enfin voilà, c'est tout ce que j'ai en tête à travers l'écriture là, parce qu'on parle d'articles particuliers. Est-ce que tu penses qu'il y a assez de musulmans qui écrivent? Je pense qu'il manque des gens qui donnent leur avis, qui écrivent sur des choses intéressantes. Bah, je pense qu'on n'est pas assez, on n'est jamais assez nombreux à le faire, je pense. Donc Mhm. ça, franchement, moi, j'invite tout le monde à le faire. Qui est légitime pour écrire?
tous ceux qui ont des choses à dire. Moi, franchement, la question de la légitimité, je ne la pose pas vraiment. Il ne faut pas attendre. On est tous illégitimes aux yeux de quelqu'un. Parce que le problème de la légitimité, c'est que c'est très subjectif. Donc, toi, tu peux trouver que tu es légitime, un autre peut trouver que tu ne l'es pas, etc. Donc, c'est infini comme débat. Donc, je pense, non, toutes les personnes qui ont quelque chose à dire devraient prendre la parole, tout simplement. Vraiment, hein, c'est-à-dire que et pas laisser la place et arrêter d'être objet de discussion, objet de débat, objet de polémique, objet de machin, mais qu'on soit actrice et acteur. C'est facile à dire comme ça, mais vraiment l'idée c'est à nous de prendre la parole, c'est à nous de le faire. On a à la fois l'expertise et l'expérience, donc personne ne pourra le faire aussi bien que nous. Mhm. Donc maintenant, je voudrais parler un peu de ce que tu fais, enfin, certaines deux choses dont tu n'as pas parlé que tu fais actuellement. Tu es impliqué chez ACI, donc Action contre l'islamophobie, et Exactement. dans la coordination aussi, coordination contre Ouais, le projet de loi séparatisme, euh, exactement. qui a changé de nom d'ailleurs. Est-ce que tu peux décrire un petit peu ces deux activités? Alors, il y a ces deux activités qui, je pense, sont parfaitement complémentaires. ACI, donc c'est Action contre l'islamophobie. On a créé cette initiative-là avec d'autres avocats, pour ne pas les nommer, Samim Bolaki et Nabil Boudi. Il y a aussi Faiza Ben Mohamed qui fait partie du projet, qui n'est pas avocate, mais qui fait pleinement partie du projet. Et donc l'idée là, c'est vraiment de répondre aux discriminations dont font l'objet les personnes musulmanes en France, que ce soit sur le lieu de travail, à l'école, dans leur vie quotidienne, etc. Et donc voilà, là c'est vraiment le volet discriminatoire et c'est répondre, être utile tout simplement aux communautés musulmanes installées en France, être utile, c'est-à-dire répondre très concrètement aux demandes juridiques qui nous sont adressées en essayant de répondre. Alors il y a deux types d'interventions. Il y a à la fois les questions très régulières et récurrentes qu'on essaie de répondre. Et d'ailleurs, je m'excuse par avance, il y a des personnes qui écoutent l'émission, du retard qu'on a dans les réponses, parce qu'on n'avait peut-être pas mesuré au début qu'on allait avoir autant de sollicitations. Et ça, je pense qu'on ne l'avait pas mesuré, et ce qui fait que là, on est en train de mettre en place, c'est tout neuf, hein, ACI, ça a été lancé il y a quelques semaines. Donc là, on est en train de mettre en place toutes les procédures en interne pour pouvoir être le plus efficace possible dans la réponse aux questions, parce qu'on reçoit beaucoup, beaucoup de questions, comme par exemple, on refuse de servir un repas de substitution à mon fils quand il y a du porc à la cantine, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Ou alors, je suis en école d'infirmière, ils viennent de changer le règlement intérieur pour interdire le hijab, qu'est-ce qu'on peut faire? Ou en école d'avocat, d'ailleurs, il y a aussi un autre cas comme ça. Et donc voilà, c'est beaucoup, beaucoup de questions comme ça auxquelles il faut répondre de manière rapide. Et puis, il y a à côté de ça aussi des dossiers que l'on suivra, Inch'Allah, vraiment de A à Z. Mhm. Et à la fois, donc, qu'on suivra dans leur entièreté, mais aussi en assurant la gratuité. Parce qu'on pense que l'argent ne doit pas être un obstacle à se défendre face à la justice. Et souvent, ce qui freine les personnes, en tout cas ce qui les empêche de porter plainte, etc., c'est parfois aussi les frais de justice. Et donc l'idée, voilà, c'est de dire, grâce aux adhésions et grâce aux dons qu'on pourra avoir, on offre une couverture juridique gratuite aux personnes qui souhaitent en bénéficier. C'est-à-dire les cas qu'on va choisir et qu'on va choisir de suivre, ceux-là, on les assurera de manière gratuite. L'idée, c'est pas de mettre en relation, c'est pas nous de mettre en relation avec des avocats et charge pour la personne victime de payer l'avocat. Non, on ne fonctionne pas sur ce système-là. C'est plutôt, voilà, vous êtes victime de discrimination islamophobe, vous voulez porter plainte en justice, etc., etc. On vous accompagne de A à Z et on le fait à titre gratuit. Voilà, c'est vraiment le ACI donc, est né de cette volonté-là. Et donc, à côté de ça, comme tu disais, il y a aussi la coordination contre la loi séparatisme, projet de loi qui a changé de nom, comme tu l'as signalé. Et là, c'est plutôt une intervention, on va dire, plutôt sur le terrain à la fois juridique, évidemment, parce que c'est une loi, donc législatif, et aussi politique. Et donc voilà, les membres de la coordination auxquels je participe. On a fait un certain nombre, eux surtout, parce qu'il y a eu beaucoup d'événements qui ont eu lieu à Paris. Donc, on a organisé des rassemblements. Le premier, c'était le 14 février, au Trocadéro, contre la loi séparatisme. Après, il y a eu un autre événement devant le Sénat. Ensuite, il y a eu un événement aussi le 14 mars, à la place de la République.
Il y a eu des lives, il y a eu, voilà, on a fait tout un tas de choses autour du projet de loi contre la loi séparatisme. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette coordination-là a permis à des personnes d'horizons différents, de cultures politiques différentes, etc., de se rencontrer, de se réunir, de travailler ensemble. Et ce qui me laisse, alors le contexte n'est vraiment pas facile, surtout actuel. Enfin, le contexte, la séquence qu'on vit est vraiment pas enthousiasmante. Mais par contre, le fait que dans la coordination, on puisse travailler comme ça avec des personnes plurielles, enfin, dans cette pluralité, qui est une richesse, vraiment la pluralité, ça me rend plutôt optimiste pour l'avenir. Voilà. C'est un peu paradoxal de dire ça dans le contexte actuel, mais vraiment, ça me rend optimiste parce qu'on a réussi à fédérer, à rencontrer plein de personnes, à travailler en bonne intelligence, à mettre de côté les désaccords et à se rendre compte finalement qu'on était d'accord sur l'essentiel, ce qui est le plus important. Et surtout, on a la volonté de cheminer, de travailler ensemble. Donc voilà, je pense que c'est de bon augure pour la suite. Et c'était important en tout cas de marquer le coup et de dire que cette loi-là, c'était important de montrer que cette loi-là n'allait pas passer de manière non contestée et qu'il y a des personnes musulmanes et leur soutien qui s'élèvent et qui organisent des choses et qui s'organisent politiquement contre un tel projet de loi dont on mesure encore assez peu les conséquences, mais qui risquent d'être terribles en matière de vie des personnes, des populations musulmanes, en matière de travail, d'éducation, d'organisation de pratiques du culte, du secteur associatif, etc. Je pense qu'on ne mesure pas encore les conséquences de la loi contre le séparatisme, mais c'est vraiment une loi qui organise la séparation. Et je pense que ça, dans les semaines et dans les mois qui viennent, on va s'en rendre compte de manière assez violente. Voilà. Donc il y a vraiment le contexte là, qui n'est pas facile et la séquence qui n'est pas facile, mais la simple existence de la coordination me fait dire qu'il y a de l'espoir. Oui. Je pense qu'on a tous des réactions un peu différentes par rapport à ce qui se passe en France, au contexte actuel, aux lois qui sont en train d'être passées, etc. Certaines personnes, je pense, sont dépitées, d'autres voient ça comme une opportunité, d'autres sont entre les deux, certains veulent même quitter la France, Ouais. d'autres veulent se battre, etc. C'est quoi ton avis par rapport à la question? J'imagine que voilà, c'est de te battre, d'agir comme tu peux. Mais comment tu fais, toi, pour rester motivé et garder espoir alors que chaque mois, chaque 2 mois, bah, on a une mauvaise nouvelle en plus, on a l'impression. Comment est-ce que toi, tu vois les choses? Bah, je pense que c'est important de réinscrire les choses sur le temps long, c'est-à-dire de voir les choses à moyen et à long terme. Euh, Vraiment, moi, dans mon activité militante, il y a eu vraiment un avant, un après, c'est-à-dire que quand j'ai commencé vraiment à réfléchir plutôt, et là, ça s'est fait à travers notamment la religion, mais pas seulement, mais l'islam. Mais quand tu vois les choses, quand tu arrêtes d'être dans l'événement permanent, c'est-à-dire vraiment de papillonner d'un événement à un autre, d'un événement à un autre, d'un buzz raciste à un autre buzz raciste, d'une loi raciste à une autre loi raciste, etc. Mais tu essayes plutôt de t'inscrire sur le temps long. Déjà, tu te rends compte que ce qu'on vit, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que d'autres avant nous l'ont vécu. Et donc, tu vois, c'était la fameuse phrase de Fanon, chaque génération doit découvrir dans une relative opacité sa mission, la remplir ou la trahir. Je pense que nous, notre mission, on la connaît. Et ce qui fait que tu te dis, bon, on n'est pas les premiers à vivre ça. D'autres y ont fait face, et nos aînés y ont fait face, avec beaucoup moins d'outils que nous, j'ai l'impression, avec beaucoup moins de possibilités que nous, avec beaucoup moins de moyens que nous. Et voilà, donc on a encore moins d'excuses à ne pas mener le combat, parce que, je ne sais pas moi, pour remonter même jusqu'à l'époque récente, début des années 80, quand il y avait des crimes policiers, bah, dans des quartiers, à Nanterre, à Gennevilliers, à Saint-Denis, à Lyon, en région lyonnaise, on a monté des troupes de théâtre, des radios libres, des fanzines, des magazines, tout un tas d'initiatives avec très très peu de moyens. Et il faut aller voir l'état des communautés maghrébines, africaines, etc., etc. à l'époque. Quand je dis l'État, ça veut dire en termes de moyens, etc. Et pourtant, ils avaient la volonté de le faire et ils ont créé tout un tas de choses. Et il y avait un bouillonnement à la fois intellectuel, activiste, etc. Et malgré le contexte très difficile, ils ont créé. Donc je me dis, nous qui sommes un peu plus à l'aise, entre guillemets, on a encore moins d'excuses à ne pas faire de choses. Donc voilà, ça c'est une des raisons pour lesquelles je pense. Et puis, voir les choses vraiment à moyen et long terme, c'est de se dire, voilà, ce qu'on vit, ce n'est pas nouveau. On a un projet, on est là sur Terre pour une raison bien précise. Et
il faut prendre les choses, peut-être pas avec philosophie, c'est peut-être pas le mot, mais se dire, voilà, oui, comme tu dis, on reçoit un coup derrière la tête tous les mois, tous les 2 mois, etc. Mais il faut qu'on garde le cap, nous, et surtout se dire que, pour prendre l'exemple de la loi contre le séparatisme, je pense que c'est vraiment une loi qui organise la séparation, mais c'est une loi qui est éminemment réactionnaire pour une raison simple, c'est que c'est une loi qui réagit face au réel. Et le réel, qu'est-il, enfin, de quoi il est constitué? C'est que les populations musulmanes, elles ont pris toute leur place, la place qu'elle a leur dans la société française, créer des clubs de sport, créer des associations, monter des écoles de très bonne qualité. Je pense par exemple à l'école de la Machès Paris, euh, monter voilà, financer, et construire des lieux de culte, etc. Beaucoup, beaucoup de choses. Hein, ça va de l'entrepreneuriat, des activités commerciales, à des activités associatives, caritatives, des ONG, des luttes, des groupes de défense des droits humains, etc. Donc tout ça a été construit, tout ça a été mis en place par les communautés musulmanes. Et c'est face à ça que réagit la loi séparatisme. Elle veut veut réinjecter et de l'altérité et de la séparation. Et donc, elle procède à un démantèlement de tout ce que les communautés musulmanes ont construit. Et donc, c'est une loi profondément réactionnaire parce que, justement, elle veut défaire ce qu'on a déjà fait. Et, et je pense qu'ils peuvent temporairement l'emporter, ils peuvent gagner la paix pour aller quelques années, 5 ans, 10 ans maximum, mais je pense que c'est une loi qui lutte contre quelque chose d'inéluctable. Donc en fait, elle n'a aucune chance de. C'est pour ça que je suis très confiant, moi, pour l'avenir, Inch'Allah, c'est que tout ce qui a été fait, ça sera refait, même si là, le gouvernement, à travers les perquisitions, les dissolutions, etc., procède à un démantèlement, aux fermetures d'écoles, fermetures de mosquées, fermetures d'associations, dissolution d'associations, etc. Oui, le contexte est à la répression, mais ils ne pourront pas empêcher l'émergence à nouveau de toutes ces structures, de toutes ces initiatives-là, parce que les populations musulmanes qui sont installées en France, elles ont vocation à y rester. Il y aura des départs, etc. Ça, c'est vrai, mais ça sera marginal. Mais sinon, le gros des troupes va rester ici. Et donc, ils sont en train de lutter contre quelque chose d'inéluctable, en réalité. Et c'est ce qui me rend un petit peu confiant pour la suite. C'est que je me dis, voilà, et surtout quand tu parles avec des plus jeunes, moi, aujourd'hui, j'ai 41 ans, donc quand je parle avec ceux qui ont la moitié de mon âge, qui ont 20 ans aujourd'hui, par exemple, eh ben, je vois qu'en fait, ces personnes-là sont à la fois déterminées à suivre des études et même des parcours d'excellence, etc., tout en gardant leur singularité, leur personnalité, tout en restant musulmanes. Et ça, je trouve que c'est, voilà, pour l'avenir, je trouve ça très, je ne sais pas si le mot réconfortant est bien choisi, mais en tout cas, voilà, c'est motif d'espoir, pour répondre Oui, à ta question. oui. Et même si on parle de ceux qui décident de quitter, qui ont décidé qu'ils voulaient quitter la France, enfin, moi, je n'ai pas quitté pour ces raisons particulièrement, parce que j'ai quitté bien avant que ces lois soient là. Mais c'est quand on est à l'étranger qu'on se sent le plus français. Je ne sais plus avec qui je parlais de ça dans une interview. Et en fait, avec un peu de recul, je trouve que c'est bien vrai. Parce que malgré notre distance, euh, même les personnes vivant à l'étranger suivent de très près ce qui se passe en France. La lutte, elle est claire en fait. À l'étranger, on n'a pas forcément de lutte pour lequel agir. Et on est limite, tu vois, à l'affût de la moindre opportunité pour pouvoir aider nos frères, nos frères un Bah, tu peu sais, comme moi avec ce podcast, tu vois. Ouais, il y a une phrase de Lord Acton qui disait que l'exil est la pépinière du nationalisme. Et c'est vrai que quand tu quittes un territoire, parce que souvent quand tu quittes en plus un territoire, c'est plutôt d'un point de vue régional, c'est-à-dire tu quittes l'Auvergne, si on parle de la France, hein, ouais. ou l'Algérie, par exemple, tu vas quitter telle et telle région d'Algérie ou telle ville. Mais une fois que tu as quitté le pays, bah, tu te rends compte que tu es ressortissant de ce pays-là. Et c'est vrai que ce que tu dis là sur le fait de ressentir ça dans l'exil, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et ce que tu dis, par contre, c'est très juste très intéressant sur le fait que dans ces pays-là, bon, on n'a pas forcément de visibilité sur la lutte claire et à mener. Alors qu'ici, c'est vrai on n'a pas l'impression, mais dès qu'on quitte la France, on se rend compte qu'il y a, voilà, c'est assez lisible en réalité. Hmm. Si tu avais des fonds illimités en termes d'argent, en termes de pouvoir dire à décider de demander aux musulmans de sortir dehors, de faire ce que tu veux, qu'est-ce que tu ferais pour la cause contre l'islamophobie? Bah, déjà, je le distribuerai aux communautés concernées en ayant voir qu'elles vont comme ça créer.
créer des structures, des associations, des clubs de lecture, des musées, voilà, tout un tas de choses, faire feu de tout bois, vraiment créer ces cours à ces capacités créatrices, d'imagination, d'inventivité, de travail, de libérer voilà, ces potentialités-là. Et je pense que c'est vraiment en renforçant les communautés musulmanes qu'on peut lutter de la manière la plus efficace contre l'islamophobie. Et pas juste en tenant des discours de principe ou des grands discours ou des choses comme ça, mais vraiment en mettant les musulmanes et les musulmans au cœur du projet et au cœur de la réflexion et au cœur de la question. C'est comme ça que Ok. moi, si j'avais des fonds limités, je les distribuerais de cette manière-là. Parce que si tu rends voilà, une communauté, des communautés, toujours en parler au pluriel, donc des communautés plus fortes, renforcées, qui créent, qui sont actives, dynamiques, je pense que c'est beaucoup plus simple de se défendre ensuite. Ok. Je te posais ça justement pour savoir quelles sont les actions concrètes qui sont les plus efficaces aussi contre ces lois, contre ce contexte islamophobe, etc. Euh, donc toi, tu penses que c'est à travers des investissements associatifs dans la société qu'on peut travailler dessus? Alors, je pense que l'idée, c'est, en fait, à mon humble niveau, hein, évidemment, l'idée, c'est vraiment de faire un saut qualitatif. Et pour moi, une des premières des priorités, c'est d'ailleurs une des vidéos pour laquelle je travaille, que je ferai vraiment à titre personnel, pas du tout ni au nom de ACI, ni au nom du collège de la coordination contre la loi séparatisme, vraiment, vraiment à titre personnel, c'est de répondre vraiment justement à cette question-là, du que faire, et d'essayer d'y répondre en se disant que je pense que l'une des premières tâches que l'on a à faire, toutes et tous, c'est d'opérer un changement de paradigme de la lutte même contre l'islamophobie. Et donc, ça peut être assez général de dire ça, mais pour le dire vraiment plus concrètement, c'est que je pense que l'approche exclusivement juridique, exclusivement discriminatoire du phénomène islamophobe, elle a ses limites. Et les limites dont témoigne d'ailleurs la répression et la démobilisation actuelle. Pour le dire encore plus concrètement, le phénomène islamophobe, il est en réalité multiple. Donc, il y a bien sûr les discriminations que des musulmanes et des musulmans vivent au quotidien, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais il y a aussi une composante plus politique, on va dire, qui est à la fois liée à la politique gouvernementale, qui est aussi liée à la couverture médiatique, au matraquage idéologique permanent contre les populations musulmanes, mais c'est aussi l'organisation collective des musulmanes et des musulmans. Ça, c'est vraiment plus politique, on va dire. Et tu pourrais aussi rajouter, par exemple, une dimension internationale de l'islamophobie. Et donc voilà, il y a plusieurs facettes. Tu peux rajouter aussi un aspect culturel de la question de l'islamophobie, un aspect plus cultuel, plus en lien au culte, etc. Donc voilà, il y a plein d'aspects. Et l'idée, c'est d'avoir en tête ces différents aspects et de ne pas tout mélanger sous la même bannière, en réalité. Et donc, on voit Mm. bien, quand on dit ça, une fois qu'on met ces cases-là, une fois qu'on a ces rangements-là en tête, on comprend bien qu'il faut mener la bataille sur tous les fronts et pas uniquement donc sur l'aspect discriminatoire. C'est un avocat qui dit ça, donc je suis bien conscient, moi, qu'il est important cet aspect-là, mais ce n'est pas le seul. Ce n'est pas juste uniquement en aidant des personnes, en accumulant comme ça, en empilant des cas d'espèces, des cas particuliers, individuels, aussi graves soient-ils et importants soient-ils, parce que je pense que chaque cas est important. Mais l'accumulation de ces cas-là ne crée pas ni une force collective, ni une initiative politique. Et je pense qu'il faut agir sur tous les niveaux, à la fois le volet discriminatoire, le volet politique, le volet international, et ne pas dire uniquement la lutte contre l'islamophobie, c'est ça et uniquement ça. Je pense que ça, c'est un danger, de vouloir la réduire à tel ou tel aspect. Je pense que toutes les approches sont complémentaires, et c'était la fameuse phrase, le fameux by any means necessary, cher à Malcolm X. Je pense que cette phrase-là, elle a du sens. Par tous les moyens nécessaires, c'est vraiment les moyens juridiques sont complémentaires des moyens politiques, de l'activisme plus classique, des interventions médiatiques, etc. Et en fait, tout est complémentaire. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on agisse à différents niveaux. Donc, si tu me dis que j'ai des moyens illimités que je peux distribuer aux communautés, alhamdoulilah, eh ben, je pense que ça devrait se matérialiser par la création de plein, plein, plein de structures pour intervenir médiatiquement, pour avoir ses propres médias et pouvoir propager sa propre parole et sortir du matraquage idéologique islamophobe permanent et asphyxiant qu'on vit aujourd'hui. C'est aussi avoir la possibilité d'agir en justice dès que c'est possible de le faire. C'est aussi avoir la possibilité d'agir politiquement.
qu'on soit pour la politique partisane, c'est-à-dire pour les élections, qu'on soit pour un autre type d'approche de la politique, c'est plutôt mon cas, moi. C'est-à-dire en dehors des élections et de leur monde, plutôt des approches un peu plus directes, on va dire, que ce soit dans une optique de changer tout simplement les institutions, parce que c'est bien beau de critiquer l'islamophobie, il faut aussi qu'on s'attaque au changement, à changer les institutions qui permettent justement à cette islamophobie de prospérer. Donc voilà, c'est tout ça. C'est ambitieux, mais comme tu me donnes tous les moyens, autant être ambitieux. Mais voilà, je pense que ça passe par là. Et c'est important de remettre en réalité un peu de clarté là-dedans et de ne pas dire, voilà, la lutte contre les discriminations, c'est le tout, et c'est l'alpha et l'oméga de la lutte contre l'islamophobie. Non, c'est faux, et ça peut même être dangereux de penser ça. Je pense qu'il faut avoir plusieurs types d'approches, multiples. Et il faut aussi accepter que les communautés musulmanes sont multiples politiquement. Et donc, il n'y a pas une entité qui pourra nous, un homme providentiel ou une femme providentielle, une seule structure qui pourrait nous représenter. Ça, il faut faire gaffe à ce dispositif-là de la représentation. Et il faut aussi faire gaffe parce que en notre sein, il y a plein de sensibilités politiques différentes. Il faut bien sûr qu'on apprenne à travailler en bonne intelligence, mais il ne faut pas écraser les particularités, il ne faut pas écraser les différences. Et voilà, on est des millions en France. On n'a pas une seule manière de voir, etc. Et de la même manière que dans la lutte contre l'écologie, il y a plein de partis, d'organisations, de structures, d'associations, d'ONG, etc. Dans le milieu syndical, pareil, il y a plein de structures différentes en fonction de coordonnées politiques différentes. Et ben, nous aussi, il faut qu'on accepte qu'il y a une pluralité au sein des communautés musulmanes. Il n'y a pas une seule structure qui a vocation à être hégémonique et à tout écraser, mais on doit, voilà, il y a de la place pour tout le monde, pour le dire vraiment de manière directe. Et plus il y aura d'initiatives, je le vois plutôt comme un signe de dynamisme, s'il y a beaucoup d'initiatives, plutôt que comme un signe d'éparpillement. Au contraire, je pense que s'il y a beaucoup d'initiatives qui se créent et qui se font, bah, c'est que la preuve que c'est dynamique et qu'il y a des choses qui se créent. Et il faut arrêter avec ce discours-là qu'on entend assez souvent dans les communautés, de la désunion, de je ne sais pas quoi, etc. Je ne pense pas qu'on soit plus désunis, plus unis qu'ailleurs, honnêtement. Et surtout, bah, s'il y a de la diversité qui s'exprime, bah, tant mieux. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on soit tous derrière un homme ou une femme présidentielle, derrière une seule structure? Aucune structure n'a vocation à représenter toutes les aspirations et toute la multiplicité que constituent les musulmans et les musulmanes en France. Donc, voilà, c'est ça ma réponse. Mais je te remercie pour les fonds illimités. Je t'envoie mon RIB juste après l'interview pour recevoir évidemment ces subsides. Et voilà, ça va nous aider, Inch'Allah. Je pense que c'est une sorte de fantasme un peu dans la communauté de penser que tous nos problèmes viennent du fait qu'on ne soit pas unis. Parce que dans la religion, on a ce principe, tu vois, de Ummah unie, unie et indivisible, mais elle ne s'applique pas nécessairement de cette manière-là. Être uni en tant que musulman, ça ne veut pas dire qu'on doit être uni en tant que avoir des pensées uniques et des idées uniques et des actions uniques. Donc, je pense que c'est intéressant ce que tu dis. Et oui, je pense que c'est intéressant, en tout cas, tant qu'on garde le respect des avis, le respect des différentes associations, des différentes activités qui sont créées. C'est quand il n'y a pas le respect en fait, entre nous que ça devient difficile, je pense, d'agir. Exactement. Exactement, parce que en réalité, ce qui est intéressant, c'est bon, alors déjà, tu parlais du terme de mal, c'est très intéressant parce que à l'origine du mot, il n'est absolument pas synonyme de unique. Tu vois, c'est pas une communauté. Et d'ailleurs, même quand on parlait de Ummah, au départ, ça concerne même pas uniquement les musulmans et les musulmanes. Parce que c'était à l'époque, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'était donc la période médinoise. Et donc, quand on parlait d'Umma, c'était pour parler des communautés qui étaient constituées autour de ce qu'on a appelé la Sahifat Médine, donc la charte ou la lettre, je ne sais pas comment on peut traduire le mot Sahifa, mais qui est une espèce de, voilà, de texte pour que différentes communautés puissent s'entendre. Et parmi ces communautés-là, il y avait les premiers musulmans, ceux qui avaient après rejoint la sallallahu alayhi wa sallam après, donc après l'Hégire. Il y avait aussi les communautés juives, chrétiennes, et puis donc voilà. Et c'était tous ceux qui s'étaient réunis autour de ce document-là, donc Sahifat Médine, à Médine, qu'on appelait l'Umma. Donc c'est déjà dès l'origine, le mot Umma a renvoie à la pluralité.
Et c'est vrai qu'on a cette tendance chez nous à penser que toute divergence, etc., c'est un signe de fitna. C'est-à-dire, c'est souvent ce qu'on va entendre en réunion, ah, mais là, c'est fitna, les frères, attention, etc. Il faut apprendre à discourir d'un point de vue politique entre nous, comme tu as dit, avec le respect, c'est très important. Et moi, je remarque à titre purement personnel, quand tu t'engages sur ces questions-là, tu te retrouves cible d'un certain nombre de calomnies, de choses qui sont dites sur ton compte ou sur le compte de la structure, etc., qui viennent systématiquement de l'intérieur même de la communauté et notamment des acteurs et des actrices de la lutte soi-disant contre l'islamophobie. C'est-à-dire que les premiers à te torpiller quand tu fais une initiative contre l'islamophobie, ce sont les personnes qui luttent elles-mêmes contre l'islamophobie qui se disent ah, il va nous enlever une part du gâteau. Et ce raisonnement-là, il faut vraiment qu'on le liquide et je pense qu'il sera en voie de liquidation parce que les personnes qui tiennent ce discours-là, elles seront balayées, quoi qu'il arrive, par les initiatives qui sont en cours parce que tu ne peux pas survivre avec un raisonnement pareil. C'est-à-dire, si tu penses que tu es en concurrence contre tout le monde, bah, tu ne vas pas tenir longtemps parce qu'en réalité, en fait, ce qui est intéressant, c'est que on a cette volonté de travailler tous et tous ensemble, mais l'expérience commune que l'on fait au quotidien, c'est celle de la concurrence. Parce qu'on vit dans un régime concurrentiel. C'est le libéralisme qui organise cette concurrence déjà entre nous. Et ça, il faut avoir ça à l'esprit. Il faut se dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Et quand je dis ça, c'est vraiment pas je me l'applique au quotidien quand je me dis une chose comme ça. Et dès que je vois une initiative, une chose, etc., et tout, ben, je me dis, alhamdoulilah, tant mieux. Plus il y en aura, et mieux ce sera. Et plus on multiplie ce type d'initiative, et plus on sera fort. Parce que avec le temps, bah, toutes les initiatives ne vont pas rester, quoi qu'il arrive. Donc, tu vois, il faut aussi avoir une certaine forme d'endurance. Et donc, bah, il y a une sélection quasi qui se fait, quoi. J'allais dire naturelle, mais je n'aime pas trop le mot, mais il y a une sélection qui s'opère. Et puis, oui, comme tu l'as très justement dit, uni, ça ne veut pas dire unique. L'important, c'est vraiment qu'on ait le respect entre nous. Et voilà, uni, c'est pas unique. Je te le reprends, je me permets de te la repliquer à l'occasion. Uni, c'est pas unique. Voilà. Il n'y aura pas forcément de copyright, je suis désolé, mais tu risques de Ah, je t'en voir prie. dire cette phrase. Mais au moins, je te préviens que je te l'applique. Voilà, c'est de bonne guerre. Bah, écoute, Rafik, on a fait le tour des questions que je voulais te poser. Enfin, pour tout avouer, je n'avais pas préparé beaucoup de questions, mais c'est venu assez naturellement. Euh, pour terminer, je vais finir par quelques petites questions que je pose à la fin des interviews. Est-ce que tu as des recommandations de bouquins, de livres? Oui, oula, là, on a quoi? On a 3 heures devant nous, là? Ah, on va dire 3 livres maximum. 3 livres. Ah ouais, là, c'est. Là, c'est. Bon, tu me dis ça, je ne suis pas chez moi, donc là, je n'ai pas la bibliothèque sous les yeux. Alors, vraiment un livre très pédagogique, très simple, et à part quelques petits commentaires à la marge où je ne suis pas forcément d'accord avec l'auteur, mais que je trouve vraiment, vraiment très utile et très efficace, c'est un livre de Pierre-Jean Luisard qui s'appelle La République et l'Islam, et qui est vraiment, vraiment un très, très bon bouquin, à la fois très synthétique, très simple, et qui retrace une sorte de généalogie de la République française, donc depuis Napoléon et l'expédition d'Égypte, qui est fondamentale et sur laquelle on n'insiste pas assez, vraiment l'expédition d'Égypte. Donc en fait, les liens voilà, entre la France et le monde musulman et les personnes musulmanes, c'est vraiment un bouquin qui nous aide à comprendre beaucoup, beaucoup de choses et qui nous aide à comprendre que un certain nombre de questions qu'on voit aujourd'hui à travers, par exemple, la charte des imams, des choses comme ça, c'est des questions qui sont déjà posées dans l'histoire en réalité, c'est même pas nouveau. Voilà. Donc ça s'appelle La République et l'Islam. C'est un tout petit bouquin qui se lit très facilement, il n'y a aucune note de bas de page. Toutes les références sont à la fin de chaque chapitre. Et vraiment, c'est un bouquin qui vous donnera l'envie d'en lire d'autres et qui est assez synthétique et assez complet. Voilà, ça c'était parce que je l'ai lu il y a pas longtemps et que je trouvais que c'était un bouquin qui était D'accord. assez efficace. Et vraiment, il est d'actualité. C'est vraiment un bouquin De qui quel est auteur déjà, tu sais? le Pierre-Jean Luisard. Pierre-Jean Louisard. Ok. Pierre-Jean Luisard. C'est lui qui avait écrit le piège d'Arèche il y Mhm. a quelque temps, je crois, la découverte. Et voilà. Donc là, je crois que c'est chez Talandier, il a sorti ce bouquin-là, la République et l'Islam. Voilà. Je ne dis pas que je partage tout ce qu'il y a dans le bouquin, mais vraiment, je trouve qu'il fait bien le job. Mhm. Ensuite, bon, il y a des classiques qu'on peut citer, mais je pense que c'est un peu ancien. Comme là, je suis dans ma période de Fanon, bah, forcément, je vais conseiller Peau noire, masque blanc, qui est classique de chez classique,
quasi indépassable, mais que j'invite vraiment tout le monde à lire, parce que c'est terrible de constater à quel point il est d'actualité, à quel point Fanon est notre contemporain. Mhm. Voilà, vraiment, il y a tellement de livres sur lesquels je suis actuellement que ça me paraît très très compliqué d'en détacher quelques-uns. Euh, voilà, s'il y a un autre classique, si vraiment, alors là, si vous voulez un livre qui va vous permettre de passer pour érudit, intelligent pendant 10 ans, en ayant lu qu'un seul livre, et vraiment de briller à tous les repas de famille et en société, vraiment, vous lisez ce livre-là, on aura l'impression que vous en avez lu 100. C'est dire la générosité de ce livre-là, c'est non pas l'orientalisme d'Edward Said dont on a parlé tout à l'heure, mais la suite de l'orientalisme, euh, qui est Culture et impérialisme. Donc le livre, c'est Culture et impérialisme. Et grâce à ce livre, j'ai pu faire croire pendant une décennie que j'avais lu Kundera, Kipling, Camus, euh, Conrad, Joseph Conrad, Jane Austen, vraiment voilà, tous ces auteurs-là, alors que j'avais lu juste Édouard Saïd, Culture et impérialisme, mais c'est un bouquin d'une telle générosité qui parle de tellement d'auteurs, il parle même d'opéra, il parle de Haïda, de Verdi, euh, de Lacmé, de Delibes, vraiment il parle aussi d'opéra, etc. Mais vraiment c'est un bouquin, vous le lisez, vous avez l'impression d'avoir lu une bibliothèque entière. Ok, Et donc, Culture et impérialisme, Édouard Saïd. t'as mis la barre très haut là, hein. Peau noire, masque blanc, je ne l'ai pas lu, mais on me l'a déjà recommandé. Donc, Tout c'est comme petit, ça que je vois les franchement. choses. Moi, plus on me recommande dans les podcasts des livres et plus ils montent dans ma liste. Oui, il y en a plein, mais celui-là, oui, je pense que c'est un classique et c'est Hmm. un très bon classique. Et puis, tiens, j'en profite, j'en ai trois, mais un qui est plus d'actualité, je me permets, Vas-y. qui est un excellent livre de Karine Parot, qui s'appelle Carte blanche, et paru aux éditions La Fabrique. C'est vraiment un très, 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 très bon livre qui parle de. Ça s'appelle, je crois, le sous-titre, je crois que je ne l'ai pas sous les yeux là, mais c'est le, la France face aux étrangers ou quelque chose comme ça. Et vraiment, c'est un bouquin juridique, l'analyse juridique de tous les dispositifs qui sont faits en matière de droit des nationalités, enfin, toute la législation sur la nationalité, le séjour des personnes étrangères, exilées, etc., réfugiés. Et c'est vraiment un excellent, excellent bouquin parce qu'il montre notamment, mais ça, je ne dirai pas plus, comment en fait le droit court systématiquement après la pratique. C'est-à-dire que le droit est toujours en retard par rapport à la pratique administrative. Donc voilà. Karine Parot, Carte blanche, édition La Fabrique. C'est un bouquin qui est sorti il y a un an ou deux, 2019, je crois, ou Mhm. 2020. Et c'est vraiment un excellent livre. Je le conseille vraiment à tout le monde. Ok, bah, écoute, trop bien. Je te remercie. Est-ce que tu as une petite routine dans ta journée comment tu organises tes journées? Est-ce que tu as quelque chose qui te permet d'organiser tes journées de manière efficace? Parce que je sais que tu fais beaucoup de choses en parallèle. Ouais, alors ma routine, c'est d'essayer d'établir ma routine. C'est ça mon objectif en ce moment, c'est d'essayer justement d'avoir une routine. L'idée, c'est de Mhm. se faire des plages horaires parce qu'on est pris par les sollicitations, à la fois les réseaux sociaux, les mails auxquels il faut répondre, les sollicitations, les demandes de mise en contact, des choses comme ça. Donc, se dire, voilà, s'organiser des plages horaires ou se dire, voilà, pendant une demi-heure, je réponds aux mails, pendant une demi-heure, je réponds aux messages, pendant une demi-heure, ceci, pendant une demi-heure, cela. Tu fais ça 3, 4, 5 fois dans la journée, des petites sessions comme ça d'une demi-heure. Et tu essaies aussi de t'organiser des phases, c'est très important, des plages horaires où là, pour le coup, tu coupes tout et pendant 1 heure et demie, 2 heures, tu bosses sur un sujet. Sans aucune sollicitation extérieure, c'est-à-dire pas de téléphone, rien, etc. Et pas de réseaux Mhm. sociaux, tout fermé. Et ça, si par exemple, tu fais 3 sessions de boulot intensives, c'est-à-dire entre 1 heure et demie et 2 heures, coupées, et allez, 3, 4 sessions de une demi-heure de réponse aux mails, etc., etc. Une journée de 8 heures, je pense que c'est déjà une très bonne route. Ok. Bah, écoute, Marc-Lofik, si quelqu'un, si les Voilà. auditeurs souhaitent te suivre ou même te joindre, t'es actif sur Facebook, LinkedIn, Twitter plutôt, graphique chez 4, Twitter. vous tapez. Ouais, Ok. Twitter, Facebook un petit peu moins, un peu plus voilà sur Twitter. Il faut que je remette je t'en avais parlé, je crois, la dernière fois, il faut que je remette en lien mon compte LinkedIn, parce qu'il était un peu obsolète, je n'avais pas mis à jour, donc là, voilà, je pense que je vais le remettre à jour. Mais sinon, ouais, sur Twitter, c'est parfait. Ok, nickel. Je te remercie beaucoup, Rafik, pour ton temps, pour ton Je t'en parcours prie, merci à toi. d'expérience. C'était super intéressant. Euh, enfin, j'espère que toutes tes initiatives déboucheront sur des choses vraiment bien et utiles et intéressantes, en tout cas comme tu l'espères.
Inch'Allah. Et en tout cas, je pense qu'il faut beaucoup plus de personnes comme toi qui sont actives et qui se donnent les moyens et qui s'investissent à fond dans des luttes auxquelles ils croient. Et c'est comme ça qu'on peut faire évoluer les choses. Inch'Allah, bah, on doit servir d'exemple. Ça, c'est vrai, et on est là pour ça. Merci, Rafik. Salam alaikum. Allez, comme salam, à très bientôt. Et j'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à 3 personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.